Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans l'espace co de la société Odos. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Vous le savez, pour certains que je reconnais, on organise des conférences tous les 2 mois, globalement, pour faire en sorte de partager, puisqu'on est dans une ère du partage et de la collaboration. Et de la on va dire, entraide en tout cas. Donc l'espace co a été créé ici il y a bientôt 3 ans, 2 ans et demi, au service justement de conférences. Et donc notre entreprise, vous le savez, est plutôt présente depuis bientôt 32 ans sur l'espace, l'accompagnement du dirigeant, l'accompagnement des responsables d'entreprise et des architectes sur l'aménagement et le bien-être. Il se trouve qu'il y a 32 ans, on n'était pas trop à la mode. Et là, tout d'un coup, on l'est. Donc tant mieux. L'espace travail est devenu un centre stratégique. Tout à coup, comme par hasard, en 2017, on passe beaucoup de temps au travail. Et donc, on a envie d'y retrouver les codes de la maison, les codes du plaisir, les codes des valeurs de l'entreprise et de la famille. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi on retrouve quelques places du village. Notre place du village aujourd'hui, nous ici, c'est celle-ci. Place dans laquelle on partage et on fait partager à nos clients, à nos amis, à nos collaborateurs des moments d'émotion. Voilà, des moments de... Je te mets un peu la pression. Voilà, du coup, merci. Merci à Mélanie, qui est l'organisatrice, qui est par là. Merci, voilà, merci à Marie et son équipe de DOS, tous ses collaborateurs, que je ne citerai pas, mais vous devez certainement les connaître. Juste le Club 31, parler du Club 31 que nous avons monté, que Marie a monté il y a 2 ans maintenant. C'est un club d'entreprises qui sont toutes différentes et toutes complémentaires les unes des autres au service de l'entreprise. Si ça vous intéresse, on vous en parlera tout à l'heure. J'aime bien dire ça parce que petit à petit, ça s'étoffe. Je vais vous demander de lever la tête, tous, parce que petit à petit, vous pouvez vous apercevoir que d'autres personnages importants sont venus, en tout cas pour nous, sont venus ici faire des conférences pour vous parler de divers sujets. Alors, les thématiques du club, les thématiques des conférences sont basées sur la santé, sont basées sur, on va dire, le management, c'est ça, et parfois sur l'architecture. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris. Si vous voulez savoir, on a déjà un rendez-vous de fixé pour février, un autre en avril. Voilà, ça continue et ça s'arrêtera, j'espère, jamais. Merci Fabien. Petite anecdote, j'ai fêté mon grand âge il y a quelques mois, et j'ai eu la chance et le plaisir de passer ma soirée ce soir-là, justement, avec Patrice Martin, qui était notre invité, et Fabien. Voilà. Et donc, il se trouve que dans la conversation et dans la soirée, le mec, il m'a surpris, quoi. Je ne m'attendais pas à lui, je ne savais pas d'où il sortait, en fait. Je t'avais vu à la télé, on va dire. Et du coup, là, j'ai passé une soirée juste un peu différente de la soirée à laquelle je m'attendais, même si c'était un jour sacré pour moi. Tu as été mon cadeau. Voilà, ça a été le cadeau de t'entendre, de te laisser communiquer un peu sur ce que tu as fait, sur ce que tu faisais. Moi, le souvenir que j'avais, c'est celui qu'on va voir maintenant. Alors, juste une petite présentation rapide, Fabien. 10 médailles d'or, 9 d'argent, donc à chaque fois, tu donneras les détails si tu veux. 8 de bronze, chevalier de la Légion d'honneur depuis 2013. Une petite info sur la natation en France, 317 000 licenciés, pardon. La fédération française existe depuis 1901. Et au total, la France totalise 43 médailles depuis les JO de 1900 à Paris, 8 médailles d'or, 16 d'argent et 19 de bronze. Donc, le sujet sur lequel aujourd'hui on a voulu que tu puisses venir échanger avec nous, c'était bien sûr la performance, le management, parce que c'est vrai que quand moi je réfléchis, je me dis natation, c'est un sport individuel. Je viens du sport co, moi. Donc je me dis tout simplement, il ne doit pas y avoir les mêmes codes. Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est vachement à la mode de parler de management et se caler sur l'équipe sportive, etc., etc. Mais dans ton discours, j'ai entendu un truc complètement différent. J'ai entendu aussi des notions de ce sport individuel qui est dans un sport collectif. J'ai complètement découvert un univers et je pense que c'est ce qui est intéressant pour nous tous.
c'est que tu puisses nous exprimer ce que toi tu ressens et comment tu peux nous le transmettre. Voilà. Après, le moment magique, il est là, hein, c'est que on va peut-être commencer par ça. Ou au moins, est-ce que tu... Ah, je veux bien ça, parce que ça pose le débat à fond. Je vous invite tous à vous mettre un peu face à l'écran. Hein, si jamais vous ne vous en souvenez pas, si vous étiez devant votre télé, c'était à Londres. C'est juste un moment super magique. Je ne sais pas s'il faut éteindre la lumière pour que ça se voit mieux. Voilà. Et qui est en train de battre les records de Stéphane Caron sur 100 mètres. Juillet dernier, championnat d'Europe junior à Linz, en Autriche. Fabien Gillot s'impose sur 100 mètres nage libre, la distance reine. On ne parlera pas de dos, tout simplement de potentiel. Donc voilà, première médaille, un grand souvenir parce que c'était, je sortais de mes Euros juniors, on avait gagné le 100 mètres. C'était notre première équipe de France A, je me retrouve sur le podium. C'est vrai qu'à Marseille, il y a 4 ans maintenant, avec Romain Barnier, notre entraîneur, on a été les pionniers en France d'une méthode, c'est-à-dire de nager un petit peu moins et de travailler beaucoup plus le côté athlétique en dehors de l'eau. On a gagné! Moi, je savais très bien qu'on avait déjà fait plein d'erreurs dans le passé. Je me suis moins concentré sur ma course individuelle et j'ai fait en sorte que les 3 autres s'expriment à fond. Quelques centièmes de seconde, grande finale du 4 x 100 mètres nagé, messieurs. Champion olympique, c'est le Graal dont tout le monde rêve. Ryan Lochte contre Yannick Daniel, 3e d'écart. Allez Yannick, c'est bon chez lui il y a 4 ans et allez chercher la victoire. Ryan Lochte contre les Français, c'est fait, c'est fait. Le jour de gloire est arrivé. Les Français, champions olympiques. Incroyable scénario. Moi, j'ai besoin d'être entouré. J'ai toujours cherché les groupes d'entraînement où il y avait de l'adversité et un petit peu cet esprit de famille parce que je trouve que gagner des médailles, c'est sympa, mais si quand tu te retournes, il n'y a personne pour les partager, au final, la médaille, elle est un peu fade. Il y aura Fabien Gillot pour une médaille française, la première de l'histoire en 4 x 100 nage. Ne pas craquer les rêves. Les Français et les Français sortent une médaille d'argent. Ils sont disqualifiés, les États-Unis disqualifiés. C'est un moment historique. Et je me disais, 10 ans après ma première compétition internationale, je ne peux pas la rater celle-là, c'était écrit. Grande finale du 4 x 100 messieurs. La France qui va peut-être aller chercher le petit équilibre. Les Français, champions olympiques et champions du monde. C'est extraordinaire. Champion du monde. Donc on vous l'avait dit que ça déchirait un peu, ça démarre fort. Donc sur le principe juste,
petit 3/4 d'heure en fait avec Fabien où il va pouvoir s'exprimer. Ensuite, questions-réponses, puisque je crois qu'il a envie d'échanger avec nous tous. Et ensuite, un petit lunch vous sera proposé, comme d'habitude, pour vous accueillir. L'accueil fait partie des choses importantes de la vie. Voilà, bonne conférence, merci. Mais bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc je vais recommencer par me présenter peut-être. Donc j'ai 33 ans. J'ai évolué ces 12 dernières années à Marseille, au Cercle des Nageurs, où j'ai eu la chance d'être capitaine de garçons comme Florent Manodou, Camille Lacour, Frédéric Bousquet, Mehdi Metella, et ensuite d'être également capitaine en équipe de France. Donc ça, ce sont les bons moments qu'on a vécus, c'est toujours plus facile d'en parler. Il y en a eu de plus difficiles, et on pourra échanger après. Je pense qu'on a programmé ensemble une demi-heure, 3/4 d'heure, un bon 3/4 d'heure où on va essayer de rentrer dans les grandes lignes de ce qu'on a réussi à faire, sans apporter de vérité, parce que ce n'est pas ma façon de travailler. J'aime bien soumettre à la réflexion. On a vécu des échecs, on a vécu de grands moments, et ces grands moments sont passés sur de notions collectives. Alors la particularité que j'ai eue, c'est d'avoir été athlète en individuel, où en même temps que ces relais-là, et aujourd'hui c'était la thématique, donc on ne parle que de relais, mais ces années-là, j'étais médaillé en individuel, et en même temps, on gagnait avec les relais. Donc la jonction entre les deux courses était très infime, où j'étais adversaire avec tous ces garçons-là, 2 jours avant, et ensuite il fallait gagner ensemble. La composition des semaines en natation font que vous commencez par les courses individuelles, donc on se bat les uns les autres, et ceux qui ont été battus doivent avoir l'ouverture d'esprit, être capables de mettre leur ego de côté pour être capables de collaborer et faire en sorte de gagner le relais, ou en tout cas d'essayer de jouer sa carte à fond. Donc j'ai été capitaine donc au Cercle et en équipe de France. Aujourd'hui j'ai 33 ans, j'ai participé à 4 Olympiades, 2004, 2008, 2012, 2016, et j'ai arrêté ma carrière après les Jeux de Rio, tout simplement parce que j'avais envie de passer à autre chose, que mon corps était en train de me dire stop et qu'il était temps pour moi de faire autre chose. Et c'est l'un des moments délicats où on pourra en parler, parce que ça fait partie aussi du management, c'est savoir changer de poste par moment, à quel moment dans sa carrière, où l'erreur du sportif de haut niveau, c'est souvent de faire l'année en trop. Il faut savoir s'arrêter au bon moment et il faut le préparer, le réfléchir. À côté de ça, j'ai fait des études en management, moi, où j'ai un Master 2 en management. Et à côté de ma carrière, j'intervenais donc en RH au sein de PME en développement et 4 grands groupes, EDF, AXA, la Société Générale et Eiffage, énormément tourné sur la solitude du chef d'entreprise avec certains, avec d'autres sur des parties managériales, sur des groupes qui avaient la possibilité de faire évoluer leur structure, ou avec des équipes de travail avec qui ça ne fonctionnait pas du tout et tout le monde se tapait dessus. Donc par moment, mon arrivée n'était pas très appréciée par les RH, mais ça a apporté une autre philosophie, et comme je vous dis, moi j'amène pas de vérité. Je pense qu'on a réussi des choses qui sont vraies dans le sport, il y en a qui sont transmissibles dans le monde de l'entreprise. Maintenant, le contexte économique, social fait que des choses sont transmissibles. Certaines l'étaient il y a 2 ans, le sont peut-être un peu moins aujourd'hui, et ça continuait d'évoluer. Mais en tout cas, ma chance, ça a été moi de faire du sport de haut niveau. Ça a été une merveilleuse école de la vie, où j'y ai appris énormément de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous remettre dans le contexte de la natation, parce que je suis comme vous, moi je suis passionné de sport co, donc tout le monde n'était pas forcément devant sa télé, tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire de la natation, et c'est normal. Donc pour revenir en arrière, il y a 12 ans tout simplement, en 2006, donc je m'entraînais à Rouen, on a vu quelques images, et je faisais le choix de partir aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que la philosophie américaine pour le sport de haut niveau est avancée par rapport à celle qu'on peut trouver en France, même si aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution chez nous. Les infrastructures sont bien plus intéressantes, les staffs sont bien plus intéressants, et il y a quelque chose qui n'est pas négligeable aux États-Unis, vous pouvez faire du sport de haut niveau et continuer vos études. Voilà. Je viens de foyer modeste, j'ai la notion de ce qu'est la vie, et le sport de haut niveau c'est une chose, mais le jour où vous raccrochez, vous êtes tout seul et il faut préparer votre conversion. Et après une discussion tout simplement autour d'une compétition, donc avec mon entraîneur que vous avez vu à un moment, Romain Barnier, qui a été entraîneur des équipes de France ces dernières années, on s'est tout simplement réunis autour d'une réflexion très, très simpliste, très chauvine, à se dire on est vraiment obligé de partir aux États-Unis pour réussir, on ne peut pas le faire chez nous. Excusez-moi l'expression, mais vu qu'on est en comité un peu restreint et c'est un peu moins formel, c'est ce que j'aime dans la formule aujourd'hui, on va être franco et on se dit on est con en France,
On n'est pas capable de réussir. On est toujours obligé de regarder les États-Unis, les anglo-saxons comme ça, le bon français tout petit qui a peur de tout. Donc en fait, on s'est tout simplement posé la question de comment réussir à battre ces nations. Alors ils avaient beaucoup plus de moyens. On avait une problématique, c'était comment faire mieux avec moins. Ça, c'est quelque chose que vous devez retrouver par moment en entreprise pour l'avoir vu, et c'est une réalité. Donc nous, on s'est concentré sur 2-3 points sur lesquels on reviendra après, notamment où s'implanter. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille, ça n'a pas été anodin. Pour le climat, pour la fierté d'appartenance, on en parlera. La fierté d'appartenance, pour moi, c'est très important. Le côté patriotique, les couleurs d'un écusson sur une veste et les couleurs du drapeau, c'est quelque chose sur lequel on a énormément capitalisé. Et ensuite, ça a été l'effectif. Comment choisir son effectif? Donc, la natation, il y a 12 ans, c'était un nageur talentueux, un entraîneur et des sparring partners autour. C'est-à-dire qu'on savait qu'on était en train de former uniquement un seul athlète et tous ceux qui étaient autour étaient utilisés, essorés, tordus et ensuite mis à la porte gentiment. Ce n'était pas notre philosophie. Pour tout vous dire, aujourd'hui, par exemple, à Marseille, on a signé un partenariat, nous, avec deux de mes partenaires historiques qui sont la Caisse d'épargne et Decathlon, où la Caisse d'épargne prend à sa charge la subvention des études de tous ces athlètes qui font le choix de repartir sur les études. Et même si ce n'est pas le job qu'ils vont faire à plus long terme, ils ont la possibilité d'intégrer les deux groupes. Caisse d'épargne et Decathlon, ce sont des groupes qui ont tellement une multitude de jobs qu'en général, ils trouvent quelque chose. Et pour moi, une fois de plus, c'est ce que j'y ai appris. Alors, c'est peut-être plus facile aujourd'hui parce qu'on a eu la chance de tout gagner, mais ce que je trouve de très intéressant dans ce qu'on a vécu, c'est le chemin qui nous a amené à peut-être gagner une médaille d'or et pas la médaille en soi. Et ce parcours, il est très intéressant parce qu'on voit que7 des jeunes, le sport est une école de la vie. Finalement, on y apprend beaucoup de choses. Et que tous ces athlètes qui ont eu le même quotidien que moi, 6-7 heures d'entraînement par jour, sacrifier sa vie de famille, sa vie personnelle, mettre beaucoup de choses de côté, maintenant, après avoir été réintégrés dans des sociétés, même certaines PME qui sont en train de faire un très beau taux de croissance en région PACA, donc à côté de Marseille, ben c'est du bonheur en fait pour les entrepreneurs. Et je m'appuie énormément dessus, on reviendra dessus. J'ai un cas, moi, après, qui m'a marqué dans ma carrière. C'est un athlète que je respecte plus que tous les grands médaillés que vous venez de voir et je vous raconterai pourquoi. Donc voilà, ça c'était le contexte de la natation. Donc on a choisi Marseille. On était 3 avec Frédéric Bousquet qui revenait également des États-Unis. Donc moi j'avais fait beaucoup d'allers-retours là-bas, je faisais le choix d'y partir définitivement. Romain Barnier revenait en France, Frédéric Bousquet également. Donc on s'est tout simplement posé la question, comment rattraper les États-Unis? Pour avoir vu leur système en interne, on n'avait pas du tout les mêmes moyens financiers, donc pas la possibilité d'aller travailler là où il fallait travailler pour réussir. On n'avait pas la possibilité de payer correctement les athlètes, donc ça fait partie des tabous que je n'ai pas, et sur les questions-réponses, on pourra en parler, les salaires des nageurs. À l'époque, on gagnait 1 500 € par mois et un appartement de 500 € payé. Quand on a commencé, c'était pour nous, c'était magique parce que ça nous permettait de nous concentrer uniquement sur notre passion et de se donner une chance. Ensuite, on a réfléchi à quelle qualité au sein du groupe il fallait. Donc, ce que vous pouvez rechercher, je pense, en entreprise, des profils, des singularités, des gens aux univers différents, mais qu'il va falloir faire cohabiter. Donc, on a fait le choix, en fait, tout simplement de révolutionner notre système sur 2 choses. La première, ça a été révolutionner la méthode d'entraînement. La vieille natation, c'était 20 km par jour à peu près, vous ne faites que des longueurs, c'est du long, c'est du volume, c'est du rébarbatif et il y a très peu de qualitatif et de précision de la gestuelle technique. On a fait le choix de diviser par 2 le volume kilométrique, ce qui est un très gros pari à l'époque où je ne vous cache pas qu'on a été montré du doigt, dont par notamment notre quotidien préféré qui s'appelle L'Équipe, où on a été très très critiqué au début. Donc on a fait le choix de baisser par 2 le volume kilométrique. Et ensuite de faire quelque chose qui n'existait pas dans notre sport, de faire travailler des adversaires ensemble. Pourquoi? Parce que tous les ans, au championnat de France, vous pouvez être champion olympique, champion du monde. Tous les ans, vous devez repasser par les championnats de France, regagner votre place en équipe de France, même si vous vous appelez Manodou, Agnel, tous les grands noms que vous pouvez connaître. Et il n'y a que 2 places en individuel. À Marseille, tous les jours à l'entraînement, j'ai 6 garçons qui pouvaient me prendre mes 2 places en finale des championnats de France. Je vous raconterai un peu après les échanges qu'on a eus, là où je pense que ça a fonctionné, là où ça a pris un peu plus de temps sur le changement des mœurs. Donc on a fait le choix de choisir des profils qui étaient adversaires.
on n'a pas eu peur de refuser les talents. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé, j'ai très peu de certitude, mais sur la cohésion, le fonctionnement d'une équipe, je préfère prendre des gens qui ont un CV bien moins impressionnant, mais qui ont faim et qui ont cette notion collaborative de management un petit peu plus collaboratif dans leur gène, parce que ça se transforme petit à petit, mais ça ne s'invente pas non plus. La nature humaine est faite ainsi, où on a chacun notre construction. C'est passionnant. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de rentrer dans toutes les parties sciences humaines, études comportementales, les choses un peu rébarbatives qu'on peut lire. On n'est pas là pour faire de la psychologie de comptoir. Donc, ce sont des choses qui sont intéressantes. Nous, on s'est concentré vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas recruté des athlètes sur le potentiel. Et malgré les grands noms qu'on ait eus à Marseille, on a travaillé ensemble parce qu'avant tout, ils avaient cette notion de partage et l'envie de travailler ensemble. Pour ne rien vous cacher, ça avait fait du bruit à un moment dans les médias, un garçon comme Amaury Levaux, qui est peut-être, moi, de ce que j'ai vu, l'athlète français le plus talentueux que j'ai eu à mes côtés. C'est-à-dire que plus talentueux que Florent Manodou. Mais Amaury avait un côté très destructeur pour une équipe, très dangereux. Vous pouvez construire un projet, il était capable de vous le détruire en quelques phrases, en travaillant sur les moments de vie très importants dans une équipe qui peuvent abîmer une équipe. On pourra revenir aussi dessus. Ensuite, on a fait le choix de choisir des étrangers. Alors, pourquoi des étrangers ? Pourquoi des étrangers ? Parce que c'est une culture différente, ce sont des mœurs différentes. Dans le cas du sport de haut niveau, ils ont une approche différente du sport de haut niveau. C'était des athlètes qui avaient déjà tous réussi et avaient fait quelques médailles internationales, donc ils avaient déjà un savoir-faire et des convictions du sport de haut niveau. Comme je vous le disais, dans la natation, il y avait très peu de moyens. Donc, le deal du début de notre projet qui était un peu fou, on s'est dit, si on veut rattraper les États-Unis et l'Australie, on n'a qu'une seule chance. C'est qu'il faut sortir de notre zone de confort, il faut inventer quelque chose. Si on n'essaye pas d'inventer un système, on ne pourra jamais les rattraper. Pour essayer de faire un petit comparatif, en France, on a le Stade de France, je ne sais même pas, qui fait 85 000 places, je crois, assises. On en a un en France. Aux États-Unis, chaque université a un stade de 100 000 places au minimum. Je ne vous parle pas d'infrastructures, de piscines, de salles de musculation, de stades, etc. Mais c'est pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc, c'est impossible de rivaliser. On prend la superficie de la France, c'est plus petit que certains États américains. C'est-à-dire que des possibilités de trouver des talents sont multiples. Donc pour changer ça, étant donné que chez nous, il y avait très peu de financiers, le deal moral chez tous les athlètes était de trouver des profils qui avaient envie de collaborer, qui avaient faim, qui avaient cette touche d'abnégation qu'on travaille et qui est intéressante chez les sportifs de haut niveau, mais qui est intéressante dans la vie aussi, mais qui surtout avait cette notion de partage et collective. Pourquoi ? Parce qu'on était convaincus que pour rattraper ces nations-là, on allait avoir besoin d'échanger nos savoirs. C'est-à-dire que si vous prenez Florent Manodou, c'est l'un des meilleurs du monde dans un domaine. Frédéric Bousquet également, moi je l'ai été dans un domaine. Et le deal moral entre nous était, et ça a pris 3 ans, je pense, à ce que le naturel prenne le dessus et que ça devienne quelque chose qui n'était plus piloté par Romain l'entraîneur ou moi le capitaine, parce qu'après il y avait des jeux subtils au quotidien, où le naturel a pris le dessus, et c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de piloter ça, et nous on pouvait uniquement se concentrer sur la haute performance, les petits détails qui peuvent nous amener à gagner. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a fait souvent de l'argent et du bronze pendant des années, et quand le naturel s'est mis en place tout seul, mais on a pu se concentrer sur ce qui nous a amené à gagner. Et ces garçons, en fait, avaient tous 2-3 secrets qui font d'eux l'un des meilleurs nageurs du monde. Et le deal moral donc était très simple, tu viens au club, tu vas nous donner tes 2-3 secrets qui font toi l'un des meilleurs nageurs du monde. Pourquoi toi tu te retrouves en finale ? Qu'est-ce que tu fais pour te retrouver en finale ? Par contre, en contrepartie, tu vas recevoir les 2-3 secrets de tous les autres athlètes. C'est quelque chose qui bouscule les mœurs. On n'est pas dans un monde de bisounours, ce sont des garçons aux gros égos, aux très gros caractères. Pour les faire cohabiter, ce n'est pas toujours évident. L'empathie et le respect sont 2 notions qui sont indispensables dans un groupe avec ce genre d'athlètes. Mais en même temps, si on n'avait pas partagé nos savoirs, on aurait été incapable de faire ce qu'on a fait ces dernières années. Donc ça, c'était pour vous mettre un peu dans le contexte de « on est dans un sport individuel, chacun pense à sa gueule ». Et nous, on se transforme sur, si on veut avoir une chance, ne serait-ce qu'une chance, parce qu'on n'avait aucune garantie de rattraper les meilleures nations, il faut qu'on partage nos savoir-faire. À un tel point, j'ai 2 notions, par exemple, pour vous mettre le doigt dessus. En 2011, donc on avait commencé le projet déjà depuis un certain moment, on a un système de parrainage chez nous, où dès qu'un petit jeune arrive,
Il est parrainé par un grand pour lui inculquer, entre guillemets, les grandes lignes du sport de haut niveau. Et ensuite, on laisse toujours la place à la créativité. Nous, on n'aime pas trop piloter. Voilà, sur le management, on n'aime pas dire à un athlète, de A à Z, il faut que tu te comportes comme ça. On aime bien donner les grandes lignes, pousser à l'autonomie et leur permettre de garder leur créativité et d'essayer les choses. En 2011, donc il y a un jeune qui s'appelle William Ménard qui arrive. On commence la saison ensemble, je le parraine, je lui donne tous mes secrets, voilà, comme je viens de vous expliquer. On se retrouve 10 mois après en finale des championnats du monde. Il est 3e, je suis 5e. Donc en gros, je suis persuadé ce jour-là que si pendant l'année, je ne partage pas tous ces savoir-faire, les centièmes étaient tellement proches entre la 2, 3 et 4e place et 5e place que ça se jouait à pas grand-chose. Sur cette course-là, tu pouvais finir vice-champion du monde comme 5e. Ça s'est joué à 4 centièmes. Donc autant vous dire, rien du tout. Sauf qu'à ce moment-là, il a fallu l'encaisser, bien sûr. J'étais déçu de ne pas être médaillé. Mais une fois de plus, j'ai eu la chance de croiser de grands entraîneurs, de grands chefs d'entreprise qui se sont construits sur un côté un peu plus didacte, qui ne sortaient pas forcément des grandes écoles. Et j'ai toujours aimé les voir réfléchir différemment. C'est-à-dire que quand ils étaient face à une problématique, ils ne la prenaient jamais de front. Ils essayaient toujours de la contourner, de réfléchir à l'opposé de ce que tout le monde ferait. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est ces 2-3 personnes, dont Claude Onesta, qui est toulousain, qui est quelqu'un dont je suis très proche, avec qui on travaille beaucoup. Et William, donc à ce moment-là, je me suis tout simplement dit, ma réflexion elle a été basée, qu'il m'a battu. S'il m'a battu, c'est qu'il a été meilleur, tout simplement, et c'est qu'il le méritait. Alors oui, peut-être qu'il m'a battu parce qu'il a eu certains de mes savoir-faire. Maintenant, je préfère que ça soit lui qui me batte, parce que l'année prochaine, je vais l'avoir à côté de moi à l'entraînement et je vais pouvoir continuer de l'analyser, de l'observer pour moi m'amener à progresser. Par contre, si c'est un Américain, un Russe, un Australien, un Italien qui me bat, je ne saurai jamais ce qu'il fait au quotidien pour continuer de progresser. Donc ça, c'est le juste milieu déjà entre l'optimisation de son potentiel et l'intelligence de ne pas avoir peur de donner ses secrets, manager les égos et surtout commencer à réfléchir un petit peu plus différemment. J'adore notre pays, il est merveilleux, mais j'ai appris beaucoup de choses dans notre pays. J'en ai appris sur la culture anglo-saxonne et en règle générale, le français jalouse un petit peu plus qu'un anglo-saxon. On a des choses qui sont bien meilleures chez nous que chez eux, mais en tout cas pour cette partie-là, c'est ce que moi j'avais étiqueté. Donc c'est une chose que j'ai essayé de mettre en place dans l'équipe, à savoir être tout simplement content quand un athlète dans l'équipe se met à gagner. On rentrera une fois de plus, sinon c'est très long, hein. J'essaie de vous faire un petit peu de débroussailler la natation de ces dernières années. On rentrera après sur les questions précises dans les questions. Ensuite, il y avait pour moi une chose qui était importante, c'était trouver le moteur des athlètes. Alors trouver le moteur des athlètes, pour moi, ça passe par les croyances profondes et limitantes de chaque individualité. C'est trouver nos zones de confort, trouver nos complexes, c'est l'estime de soi, tout simplement. Pour résumer, c'est un peu l'estime de soi. Ce qui les anime, c'est quelque chose de très important. Sur toujours la sélection des profils. Pourquoi le prendre lui? Pourquoi pas un autre? Savoir pourquoi il est là. Ça, c'est très important. Pour connaître ces athlètes, moi, ce que j'aimais faire, c'est qu'en général, on se croisait tout le temps en équipe de France. Et bien entendu, vous vous doutez qu'il y avait des échanges qui étaient faits en amont avant qu'ils arrivent au club. Et j'essayais de creuser, à savoir les réussites et les échecs sportifs, je les connaissais. Je cherchais en fait à m'introduire un petit peu dans sa bulle personnelle, derrière son bouclier. On a tous un bouclier qui est notre système de protection qui, en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé, fait que telle situation réagit de telle manière. Et moi, j'essayais de passer derrière ce bouclier pour avoir ses réussites et ses échecs personnels. Réussites et échecs scolaires, ce sont des athlètes qui étaient en pleine construction. Les peines affectives, la relation personnelle, le contexte familial, la région dont il venait, est-ce qu'il y avait des frères et sœurs, et une philosophie de vie un petit peu sur cette notion d'équipe. Ça donnait énormément de billes. Et le summum pour optimiser un potentiel et un athlète, c'était d'avoir ses peurs. Alors c'est quelque chose qui prend du temps, mais quand vous avez les peurs de quelqu'un entre les mains, quand il a été capable de vous les confier, là vous optimisez le 100% de quelqu'un. D'une singularité, vous optimisez tout le potentiel. Et ça a été la chose sur laquelle moi je me suis le plus passionné, parce que quand on est face à de grandes nations, vous savez, des Manodou, des Lacour, des Bousquet, il y en a plein et dans tous les pays. Par contre, l'intelligence qu'on a réussi, ça a été de créer un cocon où ça se passait bien en interne, où tout le monde était capable de travailler ensemble, et surtout personne
ne rester sur ses acquis et chercher continuellement à progresser. Je pense que ça a été une des clés très importantes, ça a été de rester humble et simple. Ça peut paraître basique parce que je vous ai dit que je n'avais pas de tabou. Ces athlètes ont commencé à 1 500 € par mois, les plus médiatisés finissaient à 600 700 000 € l'année à peu près. Donc même si ce n'est pas des certains salaires de sport co, ça reste quand même de l'argent. Aujourd'hui, gagner 700 000 € dans l'année, on n'est pas non plus énormément à le faire et je n'ai pas fait partie de cela. Donc à partir de ces garçons, il a fallu construire aussi toute cette chaîne d'accompagnement. Une fois de plus, on reviendra dessus après. Repousser les limites et rendre accessible. Alors ça, c'est quelque chose qui a été très important. On a tous nos complexes d'infériorité, tout le monde, à une échelle qui est différente pour chacun. Voilà, on a tous des doutes, on a tous des remises en question, et nous, on s'est tout simplement permis de rêver. C'est ce que j'ai aimé dans cette culture un peu plus anglo-saxonne, c'est se permettre de rêver. Dans le contexte du sport, tout le monde avait 2 bras, 2 jambes, pourquoi lui gagne et pourquoi moi je ne pourrais pas gagner. Donc ça a été tout simplement de travailler sur retirer les complexes, trouver un peu les blessures de chaque athlète. Donc là, on en vient un petit peu à de la préparation mentale, à du psy, parce que une partie de coaching également au quotidien, où il y avait une intelligence de préparation au quotidien qui faisait que par moments, on faisait exprès de mettre les athlètes en situation d'échec et à d'autres moments en situation de réussite pour les construire sur des moments bien précis de la saison. Alors certains appelleront ça de la manipulation. Moi, j'aime pas le mot, je parle plutôt de stratégie. Stratégie pour accompagner l'athlète. Et ensuite, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est banaliser la victoire. C'est-à-dire que notre sport avait réussi peu de compétitions internationales dans le passé. Alors, il y avait eu à l'époque Jean Boiteux qui avait été champion olympique, il y a eu Laure Manodou qui avait refait briller la natation, Alain Bernard également. Et depuis ça ballottait. On restait sur des 4e places, du bronze, de l'argent. Et en fait, on a tout simplement fait en sorte de banaliser la victoire. Si ça vous intéresse, je vous laisserai me poser les questions dessus, comment on a fait. À savoir, gagner une fois, c'est bien, mais ensuite, il faut perdurer. Parce que gagner une fois, si vous voulez, sur le potentiel de certains de ces athlètes, je dirais que c'est presque cadeau. C'est-à-dire que c'est normal qu'ils gagnent une fois. Ils naissent avec de telles qualités que c'est tout à fait normal qu'ils se mettent à gagner. Par contre, quand vous banalisez la victoire, tout le contexte social qui vous entoure et qui accompagnait ces athlètes pouvait être très destructeur. Moi, je préfère, et c'est peut-être bizarre, je préfère l'échec que la victoire. Parce que dans l'échec, vous construisez l'avenir. Dans la victoire, vous la détruisez. Et sont toutes des petites choses. Ce qui est marrant, c'est que toutes ces réussites sont passées par l'addition de toutes petites choses. Moi, je pense qu'une grande réussite, c'est une addition de choses très simplistes qui, mis bout à bout, font la grande performance. Par contre, si vous retirez, si vous cassez un maillon de la chaîne, c'est terminé. Vous pouvez finir à la 100e place et ça se joue tellement un peu de choses. Le pas de favoritisme, chez nous, il a été très important. Le pas de favoritisme parce que en France, dans le sport de haut niveau, selon l'athlète que vous êtes, avec le palmarès que vous avez, vous êtes chouchouté, vous êtes considéré différemment. Chez nous, que vous soyez champion olympique, champion du monde, ou que vous arriviez à 18 ans dans le club, vous êtes logé à la même enseigne. Et ça, je pense que ça a été important. Ça a été important sur la gestion des athlètes et des gros caractères, parce que les vexations, on en a vu. Vous savez, il suffit d'une phrase déplacée. Si vous n'avez pas la possibilité de trouver le problème, de mettre le doigt dessus et de résoudre ce problème en temps voulu, vous le retrouverez 6 mois ou 8 mois ou 1 an après dans le relais. Et il est là le danger en fait, c'est de passer à côté d'une petite engueulade anodine que vous allez retrouver 1 an après dans un relais. Vous ne comprenez pas pourquoi votre relais n'avance plus, il n'y a plus de cohésion ou en tout cas, vous sentez que la graduation de l'entente au sein de l'équipe a bougé. Et ça vient tout simplement d'un petit problème basique qu'il y a eu à l'entraînement. On faisait très attention, nous, par contre, par exemple, sur les notions de fatigue. Parce que plus on est fatigué, moins on est empathique. Moins on est empathique, plus on est irritable. Plus on est irritable, plus on est susceptible de s'engueuler, de déborder. Et ça, c'est arrivé souvent dans l'équipe, ce qui est normal. Donc on a fait en sorte de le contrôler. Le pas de favoritisme chez nous, pour essayer de vous le symboliser, à quel point on a poussé le processus. En général, quand vous êtes dans un club de sport de haut niveau, les problèmes de retard, ça arrive souvent le matin. Les réveils ne sonnent pas ou sonnent tardivement. Bref, tu t'y prends au dernier moment, tu arrives en retard à l'entraînement. En général, ou vous vous faites engueuler, vous prenez une séance de préparation physique bien plus importante, ou vous vous faites virer de l'entraînement. Chez nous, l'athlète qui arrive en retard, on l'asseyait sur une chaise, on lui donnait un café,
et tous les autres prenaient de la préparation physique pour lui pendant une demi-heure. Et une fois de plus, c'est inverser le processus. Et je vous garantis que moi, ça m'est arrivé d'être en retard. Je sais que ça a été la même réaction chez les autres athlètes. En général, de voir votre équipe morfler à cause de vous, ça arrive une fois et pas deux. Donc vous créez une cohésion un peu. Ça a été sur des réflexions un peu différentes. On a parlé du bouclier, des singularités. La notion de se réinventer. Alors, se réinventer, c'est quelque chose... et une fois de plus, je vous dis, j'essaye de débroussailler rapidement. Je pense que ce sera plus intéressant de rentrer sur les questions précises que vous avez. Ce qui est intéressant sur se réinventer, c'est la notion d'échec. Moi, j'aime bien la consonance des mots. Je pense que, et j'en suis persuadé, la peur est positive, la panique est négative. Voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Sur 10 choses, un Français aura plus tendance à se rappeler de la seule chose qu'il a ratée. S'il en a fait 9 bien, une mal, il aura plus de chances de se rappeler de celle qu'il a ratée. Un anglo-saxon ne se concentrera que sur les 9 choses qu'il a réussies. Ils ne sont pas meilleurs, ils sont juste programmés un peu différemment. Et nous, on s'est servi de certaines choses qu'on a été piochées un peu à droite à gauche, aux États-Unis, en Australie, chez les British, en Irlande. Et il y a des savoir-faire dans leur construction là-bas qui est intéressante, qu'on sait appliquer, qui ont fonctionné. Ajouter à ça la mentalité française qui, sur le côté artistique, le français est un artiste. Ça nous a permis aussi de créer des choses que d'autres nations n'arrivent pas à faire. Les États-Unis aujourd'hui ne nous ont toujours pas rattrapés sur le relais, par exemple. Aujourd'hui, ils repassent devant parce qu'on est en manque de potentiel en France, c'est un peu plus restreint. Mais sur les performances qu'on réalisait au sein des relais, même les États-Unis aujourd'hui ne sont pas encore capables de le faire. Donc la notion d'échec, pour moi, elle est intéressante parce que l'introspection est bien plus profonde. C'est toujours difficile de se dire ces 4 vérités. C'est toujours plus facile de se trouver des excuses. Maintenant, je reste persuadé, alors peut-être que c'est un peu plus applicable dans le sport de haut niveau, mais je ne pense pas. Les seules limites que l'on a, ce sont celles qu'on se fixe. Ça, j'en suis persuadé. Je suis passionné par le pouvoir de la tête. Dans le sport de haut niveau, ce que la tête croit, le corps le réalise physiquement et physiologiquement. Et je pense que dans la vie en général, c'est ça. On s'attire un petit peu la réussite. Et je me suis énormément concentré sur ces introspections avec les athlètes quand ça allait mal. C'est-à-dire qu'on avait des athlètes qui étaient très talentueux et par moment, vous essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour accompagner quelqu'un, peut-être un nouveau collaborateur qui arrive, où vous voyez du potentiel, mais ça ne va pas assez vite ou ça ne va pas dans le bon sens. On ne peut pas faire le bonheur des autres malgré eux. Nous, ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on faisait exprès de laisser l'athlète aller dans le mur. C'est-à-dire qu'à un moment, on sentait qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur staff du monde autour d'un athlète, tant que l'athlète n'a pas pris la décision d'essayer ci ou ça, d'optimiser ce qu'il peut faire, vous ne pouvez rien faire pour lui. Ça doit venir de lui. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'on fait, si on prend une Olympiade, par exemple, vous êtes accompagné pendant 4 ans. Et pour des questions de retransmission télé, 30 minutes avant la finale olympique, vous êtes parqué dans une pièce qui doit faire la moitié de ça avec vos 7 adversaires. Et en général, on a l'habitude de dire, vous êtes accompagné, mais 30 minutes avant la course de votre vie, si vous n'avez pas travaillé sur vos vieux démons et si vous n'avez pas trouvé les solutions seul à un moment, eh bien, ils ressortent pendant ces 30 minutes. On ne gagne pas de course en chambre d'appel, mais on la perd. Donc c'est très important, c'est très important. Donc nous, ces athlètes-là, on les a laissés aller dans le mur. Comme moi, ils m'ont laissé aller dans le mur quand j'étais plus jeune et j'avais certains a priori sur certaines méthodes d'entraînement. Ça fait partie de l'expérience, ce n'est pas du tout négatif. Mais j'aime laisser les athlètes se planter. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus susceptibles d'écouter, l'ouverture d'esprit est différente et c'est surtout que c'est à ce moment-là que tu lui fais comprendre que le seul maître de son destin, c'est lui. Vous pouvez prendre un Claude Onesta, il vous le dira, vous pouvez même prendre un Zinedine Zidane aujourd'hui au Real, autant Zidane qu'il est, s'il n'a pas les joueurs qu'il a sur le terrain, Zidane ne vous fera pas gagner à la Ligue des Champions. C'est comme ça. Et ce sont les athlètes à un moment qui ont la réussite du projet entre les mains. Si vous ne leur donnez pas la possibilité d'avoir la main sur ce projet, si vous pilotez trop, si vous êtes toujours en contrôle, vous cassez leur créativité. Donc nous, on aimait les laisser se planter pour les reconstruire. C'est, une fois de plus, je vous le disais, moi je parle plutôt de stratégie d'un athlète, on sait qu'il a une carrière de 10 ans. On sait que sur les 10 ans, il va avoir 2-3 années qui ne seront pas optimisées parce qu'il y aura des blessures, il y aura des échecs. Mais ces 3 années-là, si vous passez à côté du management et sur l'accompagnement, il n'y aura pas les 7 ans de réussite derrière. En tout cas, les 7 ans d'optimisation de son potentiel. Après, on ne contrôle pas la progression de nos adversaires. Donc,
C'est pas parce que vous travaillez bien 7 ans avec lui qu'il va faire des médailles à tous les coups, mais par contre, pendant les 7 ans, lui va performer. Ensuite, le niveau international donnera la vérité et ça sera la jauge du temps qu'il faut faire pour la compète internationale. La phase d'acceptation, ça a été quelque chose d'important chez nous. La phase d'acceptation, c'est que ça soit une réussite ou un échec, on réagit tous différemment et on met tous plus ou moins de temps à l'encaisser. Plus vite on accepte et plus vite on acceptait la réussite ou l'échec, plus vite on était capable de se reprojeter sur un autre projet. Donc une carrière, c'est très court, c'est 10-12 ans, nous, sur ce qu'on faisait. Et là, ça m'est arrivé, moi, de mettre 1 an à digérer certaines choses et d'avoir perdu pratiquement une saison. Chez d'autres athlètes, ça a duré déjà plus longtemps. Chez d'autres, ça a duré 1 mois. Donc on a été très vigilants quand on s'en est rendu compte sur la phase d'acceptation. De faire attention que, est-ce que tu as digéré ta défaite? Est-ce que tu sais pourquoi? Quel est le sens de ton nouveau projet? Et quand tu gagnais, il faut que tu la digères, la victoire. C'est-à-dire que des athlètes qui travaillent pendant des années pour réussir, s'ils réussissent, moi je les laisse pendant 1 mois ou 2 se démonter la tête tous les soirs si ça leur fait plaisir, si ça leur fait du bien. Je les laisse faire tous les plateaux télé, faire toutes les choses avec les sponsors qu'il faut, pour qu'ils soient rassasiés de ça et qu'ils savourent leur victoire qu'ils méritent. Par contre, quand on recommence, je fais en sorte de garder un petit peu la main sur certaines choses. Mais si on ne les a pas laissés profiter un peu avant, ils n'ont pas digéré ce projet, cette réussite. Et si c'est là encore, sur la saison qui suit, en général, la saison qui suit, c'est un échec. Donc on a fait très attention à quel moment tu as accepté ta victoire ou ton échec. Ça y est, t'es passé à autre chose. J'ai gagné, super. J'ai perdu, super. Hop, voilà, maintenant je passe à autre chose. On a été vigilants là-dessus. La gestion d'énergie. Alors la gestion d'énergie, c'est très important. Nous, on travaille en rétro-planning, comme beaucoup. On a l'événement final et on ne construit pas, par exemple, la saison, nous, c'est de septembre à août. On ne commence pas en septembre en se disant, voilà, la planif idéale, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, et on déroule jusqu'à l'événement. On prend l'événement et on dit, voilà, à cet instant là, au checkpoint, on aimerait être là. Et on remonte jusqu'au premier jour d'entraînement. Ce que nous, on a étiqueté sur une notion de sportif de haut niveau, mais je pense que c'est similaire et je l'ai vu fonctionner en entreprise. Quand on rentre de vacances, après nos vacances d'été, on est plein d'énergie. Il y a souvent des nouveaux projets, ou en tout cas des nouvelles perceptions ou de progression, ou des nouvelles arrivées, une nouvelle dynamique dans l'équipe. Et sur 12 mois de boulot effectif, nous, les 4 premiers mois, c'était facile. Pourquoi? Parce que, on en revient à ce que je vous disais, où l'athlète avait réussi et était motivé à se dire, ça y est, je peux faire partie des grands, je veux que ça recommence. Une fois que tu as goûté à la victoire, tu as envie d'y regoûter. Ou alors tu t'es planté et tu te dis, je vais faire voir au monde qui je suis, parce que là, celle-là, ça a été une erreur. Donc les 4 premiers mois, tout le monde était toujours très assidu. Les 4 derniers mois, quand on se rapproche de la compétition internationale, le sportif de haut niveau a quelque chose de magique. Et c'est pour ça que je suis tellement passionné, moi, par le pouvoir de la tête, c'est que même s'il ne s'est pas bien entraîné, plus il se rapproche de la compétition internationale et plus il se met à croire en lui. C'est quelque chose d'incroyable chez le sportif. Je n'arrive pas encore à l'expliquer totalement, mais il y a ce truc magique où à un moment, il oublie totalement les choses qui devraient construire sa réussite et il se concentre uniquement sur la part de rêve. Ce que nous, on peut avoir un petit peu moins par moment. Et il arrive à performer à des niveaux différents. La chose la plus importante pour moi, ce sont les mois qui sont entre ces 2 périodes. Ces 2 périodes, moi j'appelle ça le ventre mou. Et dans le ventre mou, en général, c'est là qu'on construit une performance. Que le début, c'est pas bien compliqué. On arrive, on a plein d'énergie. La fin, la compétition internationale, il y a des enjeux financiers, il y a les retransmissions télé, il y a les médias. Et si vous voulez, vous êtes tellement questionné, piqué à droite, à gauche, qu'à l'ego, ils sont capables de réaliser de grandes choses. Mais la période du milieu, c'est la réalité du sport de haut niveau. Parce que nager en début de saison à Marseille, par exemple, nous, quand il faisait 30 degrés en début de saison, quand on est sous le soleil, c'est agréable. Par contre, l'hiver, quand le Mistral soufflait et qu'il faisait moins 10 dehors, qu'il fallait te jeter dans l'eau à 26 degrés à 6 heures du matin tous les matins, c'est différent. La réalité du quotidien, elle est là, elle est à ce moment-là. Et moi, j'appelle ça le ventre mou. Et on a été très vigilants sur cette partie-là, parce que si on ne contrôle pas cette période-là, c'est là d'où naissent les problèmes, ce que je vous disais tout à l'heure, avec la fatigue, l'empathie baisse, l'irritabilité continue à monter chez les athlètes, les conflits anodins peuvent détruire une équipe, et ensuite sur la perception de l'athlète de la très haute performance. S'il n'a pas à un moment, la croyance d'avoir été accompagné et la croyance d'avoir fait ce qu'il fallait pour réussir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la chambre d'appel ou la semaine qui précède la grande compétition, les démons ressortiront. Et ça ne sera même pas le physique qui craquera le jour J, c'est le mental.
Ce qui est intéressant dans le sport de haut niveau, c'est qu'à part des blessures où on s'est moins entraîné et c'est le physique qui peine, ça arrive. Mais les échecs dans le sport de haut niveau, c'est souvent mental. Et c'est ce qu'il y a de plus passionnant, c'est cet accompagnement en fait, à construire l'athlète pour qu'il soit vraiment armé mentalement et psychologiquement pour affronter les meilleurs du monde. Parce qu'à un moment, il faut être un petit peu fou dans le sport de haut niveau pour se dire je vais être le meilleur du monde dans une spécialité. Enfin, il faut avoir un sacré ego quand même, à un moment se dire moi je vais être le meilleur du monde et je vais gagner cette course, à être le meilleur du monde. C'est quelque chose de particulier. À un moment, il faut être un petit peu Jobastre, moi je trouve. La décision dans l'urgence. Alors ça, pour moi, ça a été ce que j'ai vu chez certains grands entraîneurs, ce que j'ai vu chez certains grands dirigeants que j'ai côtoyés. C'est-à-dire que leur capacité à garder le sang-froid dans les gestions de crise et les décisions dans l'urgence, ça a construit leur projet. Parce que j'ai l'impression que moi, c'est là qu'on voit les grands, en fait. J'ai l'impression que c'est là que les grands se détachent et se démarquent. La lucidité de la gestion de crise. Et ce qui est difficile aujourd'hui pour moi, c'est que la solitude du chef d'entreprise dans ses décisions, un petit peu, aujourd'hui, ou le sportif de haut niveau, parce que le parallèle est tout fait, en fait. Le chef d'entreprise, à un moment, il a sa décision à prendre, c'est à lui à trancher. Le sportif de haut niveau, il a beau avoir un staff. Je discutais avec mes entraîneurs, moi, si ma stratégie de course devait être différente, je la modifiais, je prenais mon courage à deux mains et j'allais au bout de mon projet. Comme ça, je n'avais pas de regrets. Donc, il faut prendre la décision. Et cette partie de décision dans l'urgence, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour moi. Parce qu'on l'a tous vécu, je pense, tu claques la porte de ton bureau, tu te dis, est-ce que je vais le conserver ou est-ce que je vais le perdre ce contrat? Est-ce que je vais réussir à gagner ce contrat? Nous, est-ce que je vais gagner ou perdre cette course? Parce que la réalité économique de notre sport fait que on gagnait 1 500 € par mois et ensuite tout l'argent, je vous ai dit qu'on s'est mis à gagner petit à petit, c'était sur le sponsoring et sur les résultats. Donc si vous perdez vos résultats, vous perdez ces sponsoring. Les gens vous prennent parce que vous faites des médailles et vous passez à la télé, on ne va pas se mentir. Vous n'êtes qu'un produit. Aujourd'hui, le sportif de haut niveau est un produit économique et rien de plus, malheureusement. Donc on a fait attention à ça, cette décision dans l'urgence et moi j'y ai énormément appris avec de grands entraîneurs qui ont vécu des situations de crise. Et je trouve que vraiment les plus grands se démarquent par ça, cette notion de sang-froid dans l'urgence. Contrôler ce qui est contrôlable. Ça en revient un petit peu avec la notion d'émotion. C'est d'autant plus vrai dans le sport de haut niveau et ça l'est dans le monde de l'entreprise. Et là, je préfère m'appuyer sur le sport de haut niveau parce que le comparatif est encore plus intéressant. On se dit on est sportif de haut niveau, quand on est fatigué, c'est le corps qui lâche. Mais en fait, c'est le nerveux qui lâche en premier. C'est toujours le nerveux qui craque avant le physique. Et ce qui est intéressant dans contrôler ce qui est contrôlable, une fois de plus, c'est essayer de dégager un petit peu tous ces éléments perturbateurs où par moment on veut trop piloter, on veut trop contrôler. Si on a besoin de trop contrôler, c'est peut-être qu'on a recruté les gens qu'il ne fallait pas, c'est peut-être qu'on a fait les mauvais choix. Et moi, je sais qu'à un moment donné, ça m'a permis moi d'être performant au sein du 4x100 parce que j'avais ma performance individuelle à faire pour qu'on puisse gagner. Ça m'a permis en fait de déléguer un petit peu plus aux autres athlètes et de moins repasser derrière eux pour vérifier que tout était fait correctement et surtout faire en sorte que leur conditionnement mental, leur préparation mentale, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans le sport de haut niveau, était vraiment aligné avec ce qu'on avait à faire. Et à un moment, moi, je m'épuisais nerveusement, et je l'ai vu avec certains chefs d'entreprise pour avoir échangé avec eux, c'est intéressant, sur cette notion de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Il faut essayer de contrôler ce qui est contrôlable. Voilà. Et malheureusement, il y a une part de chance par moment, une part de destin, une part de réussite. Et il faut essayer de se concentrer que sur ce qu'on a la possibilité de contrôler, nous, sous notre main. Les émotions, on en a parlé. La fierté d'appartenance. Alors ça, pour moi, ça a été quelque chose de très constructif. On parlait tout à l'heure du français. Par moment, on regarde certains pays ou certaines boîtes, elles sont monstrueux à l'international. Et la fierté d'appartenance, pour moi, c'est primordial. C'est quelque chose que j'ai appris à l'université aux États-Unis et c'est ce que j'aime. Vous faites partie d'une université. Toute votre vie, quand vous irez faire votre petit jogging, même si vous faites un jogging par mois, eh bien vous mettrez le sweat ou le t-shirt avec le logo de l'université. Et ça, je trouve ça magique. Il y a vraiment cette notion de fierté d'appartenance, créer un ADN, faire partie d'un groupe. Et nous, ça, on a appuyé dessus. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en règle générale, le français n'est pas encore assez patriote. Bien que ça avance énormément ces dernières années, je trouve. Dans le sport, c'est une certitude. On n'aime pas Macron. Je n'avais pas voté pour lui, par exemple, au premier tour.
ça fait du bien. Moi, je pense finalement, c'est peut-être ce qui pouvait nous arriver de mieux. Alors, on jugera dans quelques temps, mais en tout cas, j'aime cette notion, moi, de patriotisme. On est un peu plus fiers d'être français. On est un peu mieux représentés, on verra. Et en tout cas, dans le sport de haut niveau, nous, ces athlètes, en fait, ils arrivaient au bord du bassin, ils regardaient les grandes nations avec de plus beaux survêtements, en se disant que le drapeau avec les étoiles, c'est plus important que le bleu, blanc, rouge. Donc on a remis de l'importance aux couleurs, d'être français. On a appuyé sur les qualités de notre pays. On a un pays de gastronomie, d'architecture, de créateurs, d'artistes, la beauté de notre pays, parce qu'on a un pays merveilleux. Donc la fierté d'appartenance, pour moi, c'est très important. Ça crée l'ADN, en fait, tout simplement. Quand vous avez un ADN solide, vous serez bien plus à même de traverser les tempêtes. Alors que si beaucoup de choses sont un peu trop fausses ou trop factices, quand on va prendre le vent, et on le prendra toujours un jour ou l'autre malheureusement, et bien, si l'ADN n'est pas vraiment sincère et authentique, ça coulera. Et ça coulera rapidement et ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé notamment en 2008 quand on perd, parce que ce jour-là, on doit gagner. On doit gagner. Les égos. Alors, avec les sportifs de haut niveau, vous en doutez, il y en a énormément. Ce sont des singularités aux univers totalement différents. Comment manager les égos? Alors, moi, de mon point de vue, j'ai 33 ans, je ne suis pas encore marié, ça ne va pas tarder, mais il est déjà compliqué, je trouve, de trouver quelqu'un avec qui on ne s'engueule pas au quotidien. Je mets au défi de quelqu'un d'avoir un couple et à qui vous ne vous engueulez pas. Ça fait partie de la vie. Ces athlètes étaient censés cohabiter ensemble. Il y avait des engueulades. Sauf que je ne sais plus qui m'avait dit ça, il n'y a pas la réconciliation sur l'oreiller. Donc c'est plus complexe, c'est plus complexe. Et tous ces garçons-là, en fait, on a fait en sorte de leur mettre le doigt sur une chose. C'est-à-dire que c'est impossible de s'aimer à 100%. On se concentrait uniquement sur la partie positive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passais du temps avec un athlète, je faisais en sorte de lui mettre le doigt sur ou ce qu'il admirait ou ce qu'il respectait d'un autre membre du groupe. Et ensuite, de mettre de côté la partie négative. Pour ne rien vous cacher, et eux vous diront certainement la même chose de moi, par moments c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des réactions au quotidien qui font que tu te dis, lui il est arrogant, mais pourquoi il se permet de dire ça? Je le trouve un peu dur et méchant là-dessus. Et au moment où on a été capable de mettre ça de côté, ça a été le jour où ça a été très constructif pour l'équipe. C'était un hiver où l'équipe fonctionnait très mal. On avait vécu une grande saison et cette phase d'acceptation justement avait pris du temps. Les sponsors arrivant, les médias, tout ce que vous voulez. Il y avait le contexte un peu star qui commençait à tourner autour de la natation et l'équipe n'allait pas dans le bon sens. Et finalement, c'est les démons de chacun qui commençaient à ressortir. Et on a fait une réunion donc avec le staff en disant bon, bah, voilà, c'est simple, la saison est perdue. Hein. Si on continue sur le même chemin, on va se faire ouvrir cet été et on n'aura aucune chance de rivaliser. Et chacun gardait un petit peu ses secrets. Pas sur la partie entraînement, parce que ça fonctionnait très bien, mais sur pourquoi lui a réussi à signer tel sponsor, la lumière est sur lui alors que moi j'en ai fait autant, voilà. La bêtise humaine en fait. Le ressenti humain, ce qui est normal, comme on l'a tous par moment, comme on a tous jugé un tel à se dire putain, qui c'est lui, je ne le connais pas, regarde comment il est habillé, lui, quel con celui-là. Puis finalement, tu es amené à parler avec lui, tu es obligé. Puis tu dis putain, merde, j'étais con de penser de ça de lui, en fait il est sympa. Ça nous est tous arrivé, enfin des contextes de vie bêtes, la bêtise humaine en fait. Et l'équipe allait vraiment dans le mur, parce que ça, comme je vous dis, ce sont des garçons adorables, mais des gros égos, quand ça clash, ça clash. Hein, c'est des animaux à sang-froid, c'est vraiment, c'est dur. C'est dur. Et en fait, c'est passé par un moment, une fois de plus, très simple. C'est-à-dire que moi, j'avais le recul d'être bien dans mes pompes parce que j'étais un peu plus âgé et que j'avais eu la chance d'être accompagné, d'avoir fait des rencontres de gens qui m'avaient permis de réfléchir différemment et de me sentir bien dans mes pompes, d'être épanoui. Et je leur ai dit, voilà ce que je pense. Je pense qu'on a tous nos peurs et que toi, tu juges un tel à cause de ça, toi, tu juges un tel à cause de ça. Donc, je vais vous dire mes peurs, moi, de quoi j'ai peur aujourd'hui. Et on va faire un tour de table. Si vous êtes capable de donner au minimum une ou deux de vos vraies peurs, eh ben, je pense qu'on se jugera un petit peu moins. C'est du basique. Donc moi, j'ai commencé à dire, bon ben voilà, je me rapproche de ma fin de carrière. Je ne sais pas ce que je vais faire après financièrement. Mon corps est en train de me lâcher. Je viens de me faire opérer. Je ne sais pas si je vais être encore performant. Donc je suis rentré. Et tout le monde a fait le tour de table. Alors je ne sais pas s'il y a eu du 100% d'authenticité. Je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, tout le monde s'est livré avec un minimum d'authenticité tout de même. Et puis, du coup, eh bien, à chaque fois qu'un athlète agissait d'une telle ou telle manière,
les autres de l'équipe ne le jugeaient bien plus difficilement. Parce que certains qui étaient très arrogants, par exemple, sont des athlètes qui avaient été fracassés plus gamins à l'école en leur disant que c'était des bêtes, qu'ils n'étaient pas capables de faire des études, ou leurs parents qui avaient été difficiles avec eux. Et là, ils commençaient à éclore et à réussir. Donc, ils avaient ce côté arrogant qui sortait un peu trop parce qu'ils se guérissaient de certaines blessures. Donc, on a travaillé là-dessus et ça a amené en fait les gens pas à faire de la psychologie ou du management, mais juste à être un peu plus tolérant, tout simplement. Moins juger, être plus tolérant. Donc, on a appris au groupe, petit à petit, à moins juger et être un peu plus tolérant. Comment faire mieux avec moi, on en a discuté. Et ensuite, donc, parler un petit peu, et après, on passera sur les questions-réponses, sur la technicité, si vous avez des questions, parce que je n'ai pas voulu vous embêter aujourd'hui avec la précision technique de ce qu'on fait dans la natation, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus marrant, c'est rébarbatif. Mais pour essayer de vous schématiser, on sait que là où on a le plus de force, c'est en face de l'épaule. Le mouvement idéal d'un nageur, en gros, c'est de passer d'abord par le poignet, le coude, l'épaule qui doit monter pour avoir une traction du trapèze et passer le plus proche de la cuisse. Là, on sait qu'on a 100% de notre force. Si votre main est décalée d'1 à 2 cm à l'intérieur ou 1 à 2 cm à l'extérieur, avec la répétition de la gestuelle, vous perdez entre 10 et 20% de votre force. Sur un 100 mètres nage libre, un nageur fait à peu près 60 mouvements. En général, 55-60 mouvements l'aller-retour. Nous, on s'est concentré sur une chose, quand on a baissé le volume kilométrique où tout le monde nous a pris pour des fous, on s'est concentré sur la gestuelle technique. On a travaillé en caméra, en vidéo, on a observé nos techniques, on a observé la technique de nos adversaires et on a été chercher dans d'autres sports. Ça, c'est ce que j'ai moi aimé, par exemple, c'est de travailler avec un énergéticien qui allait voir un mec qui bossait dans l'agroalimentaire et qui lui posait des questions sur son fonctionnement en interne. Nous, on faisait de la natation, on a été chercher dans l'athlétisme, chez l'athlétisme à un moment. On a été chercher chez les gymnastes, qui ont des choses très intéressantes. Et nous, en fait, tout simplement, on s'est concentré sur gagner 1 centième par mouvement. Imaginez la finesse de la chose. Si on arrivait à gagner 1 centième par mouvement, ça faisait 55 centièmes à 60 centièmes à la fin. Vous êtes champion olympique ou vous êtes 8e de la finale. Vous n'êtes pas plus fort physiquement, vous n'êtes pas plus fort mentalement, vous avez juste été plus précis sur ce que vous avez à faire, le souci du détail. Donc on s'est énormément concentré là-dessus. Je pense que ça a fait la différence par moment où on a réfléchi, on a réinventé la natation. Comment je pourrais essayer de vous le simplifier parce que c'est rébarbatif, c'est chiant. Oui, voilà. Un mouvement de natation comme vous devez certainement l'imaginer, vous rentrez votre main dans l'eau et vous poussez l'eau. Voilà, ça c'était la vieille natation. Nous, on a fait en sorte de créer une nouvelle philosophie d'entraînement. Donc ça demande une autre appréhension au quotidien où au moment où notre main rentrait dans l'eau, on imaginait une masse solide parce que le but c'est de transformer un élément liquide en masse solide. Et nous, notre nouvelle philosophie était quand ta main rentre dans l'eau, ce n'est plus ta main qui se déplace le long de ton corps, mais c'est ton corps qui se déplace sur la main. C'est une toute autre approche. Et tout le quotidien est modifié. Donc ça a été, je pense, techniquement une des choses qui nous a amené à progresser. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, vous avez peut-être quelques questions précises. Moi, je n'ai pas de tabou, on peut y aller dans tous les sens. Donc maintenant, on va se lever, on va tous faire... Merci. Ouais, je ne me souvenais plus pourquoi j'avais passé un bon moment. Je viens de me souvenir. On y va? Alors c'est toujours la première qui est la petite fille. Normalement, c'est... Voilà, super, merci. Donc moi, je suis une ancienne nageuse, donc tout ce que tu me vois bien, ça me parle beaucoup. Il y a une petite chose, je me suis toujours posé la question, c'est peut-être un secret pour vous, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est cette fameuse chambre d'appel. Ouais. J'aurais aimé savoir, dans tous ces 4 façons que tu as fait, qui ont mené à la victoire, qu'est-ce que vous disiez entre vous? Est-ce que c'était vraiment... J'ai fait aussi des chambres d'appel, je sais que c'est un gros moment de pression et tout ça. J'aimerais savoir si vous parlez, si vous vous encouragez, qu'est-ce que vous dites, si à un moment donné vous arrêtez derrière le cours. Enfin, ces derniers moments, en fait, qui mènent au drame, comme je dis... Alors, il y avait le moment de chambre d'appel à la fin où on avait un discours d'équipe, on va rentrer dedans après, je te dirai un petit peu ça, mais ça reste un peu pas du basique, mais c'était vraiment de la spécificité, de la technicité de la course en fonction de qui on avait à gauche et qui on avait à droite. Parce que sur le relais, par exemple, on a l'impression que c'est l'addition de 4 individualités. Mais en fait, le matin, si vous voulez, il y a les séries qui se passent. Et vous avez la composition des finales. Donc vous savez quelle nation vous avez à votre gauche et à votre droite. Par contre, vous ne connaissez pas la composition du relais de la nation adverse, qui va le déposer 2 heures avant la finale l'après-midi. Donc vous devez composer votre relais français et imaginer les relais que vous allez avoir à votre gauche et à votre droite, dans l'idéal. À un moment, je pense aussi qu'on a gagné parce que
sur le papier, on avait à peu près la même équipe que certaines nations. On était même moins fort par moment, mais stratégiquement, on était meilleur. Donc nous, on composait un relais français. Ensuite, on se mettait à réfléchir à qui on avait à gauche, qui on avait à droite. Pour des questions stratégiques, le matin, on faisait exprès de ne pas être les premiers. Pas parce qu'on avait peur de la pression du premier, mais parce que stratégiquement, on pouvait aller se coller de l'autre côté de la ligne. C'est quelque chose tout bête, mais que les autres nations ont mis du temps à voir arriver. C'est peut-être pour ça qu'on a perdu à Rio il y a 1 an et demi, parce qu'ils ont compris certaines choses sur notre fonctionnement. Ils sont venus s'entraîner un peu plus en France, ils ont observé. Et ensuite, donc, quand on avait composé le relais français, on imaginait le relais, par exemple, américain et australien qui est à notre gauche et droite. Et en fonction de ça, on remodifiait le relais français. Donc vous avez une chance sur 2 de composer le bon relais français. Et en plus, vous avez une chance sur 2 de composer le relais américain et australien. Donc c'était vraiment de la réflexion. Pour ça, on les observait toute l'année. Juste, si tout le monde le dépose 2 heures avant, ça veut dire que tu ne peux plus changer du coup. Tu ne peux plus changer, c'est D'accord, terminé. tu peux Quand pas tu te- déposes, c'est tu peux pas terminé. faire en fonction de l'autre, hein, Quand d'accord. tu déposes ton ordre de relais, c'est terminé. Donc, pour ça, on observait les athlètes toute l'année. On récupérait toutes les vidéos qu'on pouvait récupérer. On les suivait toute l'année pour savoir. Après, dans notre sport, tu le sais, hein, on sait quand un athlète est fatigué ou quand il est sur une bonne saison ou une moins bonne. On regardait un peu tous ces temps dans l'année, ces temps de passage sur les courses. Et on voyait un petit peu à quel moment il était fort ou moins fort. Donc on se disait, l'Australie, lui, il est fort à ce moment-là, il risque de le mettre à tel poste. Et ensuite, donc avec les athlètes, là on en revient donc, à de l'étude comportementale. T'en as qui ont besoin. Ce que j'essayais de faire, en fait, c'est ce qui m'a passionné dans le sport et c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui. J'ai toujours été passionné par ces grands coachs qui, en un discours, sont capables de transformer un vestiaire. Ça me passionne. J'aime ça chez les chefs d'entreprise, j'aime ça chez certains athlètes. Et en fait, à force de passer du temps avec eux, j'ai fait en sorte de les connaître. Et par exemple, certains athlètes, je leur parlais 1 minute avant de rentrer derrière les plots, donc tu sais vraiment à la fin de la chambre d'appel. Certains, c'était 2 heures quand on arrivait au bassin d'échauffement. D'autres, c'était dans l'eau pendant qu'on s'échauffait, quand on faisait la récup après en jambes. Donc en fait, avec chaque athlète qui nageait en finale, j'avais, moi, ce qui me semblait le plus opportun, le moment précis où il fallait lui parler, de quoi il fallait lui parler et dans quelles conditions il fallait le mettre mental pour qu'il aborde la finale avec beaucoup de confiance. Et après, en chambre d'appel, ce qui était très important, c'est que il y a quelques années, on rentrait petit en chambre d'appel et on avait étiqueté le fait que ces 30 minutes en chambre d'appel sont là où des athlètes se détruisent. Tu l'as vécu, tu le sais, dans le sport de haut niveau. Tu es prêt physiquement, tu craques sous la pression, tu vois le temps que tu as fait à la fin de la course et tu te dis mais c'est pas possible, c'est un temps que je fais toute l'année en période d'entraînement, c'est impossible que je nage si peu vite. Donc nous on s'était concentré sur ce positionnement, à savoir voilà, il y avait les États-Unis, il y avait l'Australie, il y avait les Russes, c'était nos 3 principaux adversaires. Donc nous en fait à la chambre d'appel, il y a une chose sur laquelle on aimait jouer énormément, on arrivait les derniers déjà. Voilà, déjà c'est nous les patrons, on arrive les derniers dans la chambre d'appel. Ensuite, quand vous arrivez avec des garçons qui font tous pro et de 2 mètres, Aniel, Manodou, moi j'étais le plus petit à 92. C'est pour vous dire, ça aide aussi. Et ensuite, c'est des jeux d'intox en fait, il faut aller les embêter. C'est-à-dire que tu fais exprès d'aller t'asseoir à côté, tu fais exprès de parler avec certains. C'est-à-dire qu'on leur faisait voir que la chambre d'appel, ce qui allait se passer dans le bassin, on ne peut pas le contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce que ton adversaire va faire. Parce que nous, on n'a pas un sport à confrontation directe. On a une ligne d'eau à gauche, une ligne d'eau à droite. Je ne plonge pas dans la ligne du mec ou le mec ne peut pas passer dans ma ligne. Donc, si je me plante, c'est que de ma faute. Donc nous, en fait, on se concentrait que là-dessus. Et on faisait en sorte, d'année en année, on l'a gagné, la chambre d'appel. C'est-à-dire que la chambre d'appel du 4x100 était française. C'était chez nous. C'est-à-dire que quand on arrivait en chambre d'appel, certaines nations te regardaient comme ça. Et tu voyais chez les Américains qui étaient les kings de cette épreuve, le doute dans leurs yeux. Et plus on voyait le doute, et plus on allait jouer avec. Certains qui paraissaient très arrogants dans l'équipe, je leur demandais de pousser leur arrogance, c'est-à-dire de vraiment les embêter. D'autres qui étaient un peu plus introvertis, je lui disais, toi, tu as besoin d'être au calme pour être introverti, d'accord? Mais par contre, tu vas faire un truc. Tu te mets la musique, mais je veux que tu t'assoies là, précisément dans la chambre d'appel, en face de ce mec-là, parce que tu nages contre lui. Enfin, c'est que du jeu de manipulation. Ah, tout était carré, ouais. Tout était bien précis. On avait chacun l'adversaire qu'on avait à éliminer. Et je pense en toute honnêteté que pendant des années, et 2008 ça en a fait partie, on était les meilleurs sur le papier. Les États-Unis en 2008, on doit leur mettre 2 mètres, sauf qu'ils nous battent de 8 centièmes. Mais on n'était pas une vraie équipe et on a perdu. Et ces 5 dernières années, à chaque fois qu'on a été champion d'Europe, champion du monde ou champion olympique, quand on arrive à la compétition, sur le papier, on est moins fort.
Mais par contre, il y avait une vraie équipe et il y avait une vraie cohésion. Ce que je pense les autres n'avaient pas à notre niveau. Bonjour. Moi, ça me fait réfléchir à quelque chose que vous avez dit au début, que vous êtes sur un sport individuel, qui finalement, sur certaines spécialités ou disciplines, devient un sport collectif. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment l'adversaire, parce qu'à la chambre d'appel, sur une course individuelle, celui à qui vous conseillez d'intimider sur un relais, ben, vous allez essayer de l'intimider individuellement. Ouais, vous voyez votre stratégie. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment d'un individualisme vous passez sur un collectif. Sur le collectif, j'ai compris que vous aviez une stratégie finalement très individualisée. Ouais, dans un premier temps, et après je crée une unité avec un discours commun tous ensemble. Et donc, c'est comment, parce que là aussi on est sur un niveau mondial, comment des mecs qui ont battu le matin, ben, il faut gagner avec l'après-midi. C'est ça qui me... Parce que c'est une remise en question, de l'acceptation de la défaite. Ouais. Mais là, c'est en une heure. Par exemple, pour accentuer ce côté de cohésion d'équipe, moi j'étais étiqueté capitaine. Donc voilà, le mec qui est là pour le collectif, qui est sympa avec tout le monde, qui a les bonnes idées, qui a un peu plus de recul. Donc j'étais étiqueté capitaine. C'est-à-dire que moi, aider les autres athlètes, c'était normal, c'était mon métier. C'était devenu normal en fait. Ce qui n'est pas forcément normal de le faire à certains... Parce que j'allais vraiment au bout du processus et je pense que vraiment par moment... Autant on a gagné des choses grâce à ces athlètes, et par moment, je pense que j'ai vraiment mis une touche particulière à ce qui nous a fait gagner. Et une fois de plus, moi, j'ai pas la science infuse, j'ai pas de certitude, et tout évolue tout le temps. Je pense pas être le messie de la natation, loin de là. Par contre, sur certaines problématiques, pour vraiment appuyer sur la cohésion de groupe à un moment, et pour avoir une intelligence après, pour que quand les courses individuelles arrivaient, ça ne devenait pas de nouveau des lions qui s'entretuaient. Eh bien, une carrière, c'est tellement long que vous êtes tout le temps face à une problématique à un moment ou à une difficulté, que ça soit affective, dans l'entraînement, peu importe. On a tous vécu des moments difficiles dans notre carrière, voilà. Qui au final, avec du recul, tu te dis, bon, c'était pas bien méchant, mais quand tu es en plein dedans, tu le vois pas. Eh bien, moi, je me suis rendu compte à un moment, et ça a été la bascule un petit peu des 2 dernières années, 2014-2015, où je me suis rendu compte que mon discours avait moins d'impact. Et il n'avait pas moins d'impact parce qu'il était moins sensé, mais il avait moins d'impact parce que j'étais étiqueté comme le capitaine, et c'est normal si tu m'aides. C'est-à-dire que quand j'allais lui parler pour l'accompagner s'il y avait des choses qui n'allaient pas, ça résonnait plus chez lui parce qu'il était tellement habitué à l'entendre depuis un moment que ça n'avait plus d'impact. Donc en fait, j'utilisais les affinités entre les athlètes, et la chose qui a le mieux fonctionné, ça a été d'utiliser les athlètes qui sont à l'opposé les uns des autres. Par exemple, un Amaury Levaux, par exemple. Vous gagnez une prime de 50 000 €, par exemple, et bien il va s'acheter une bagnole à 55 000 €. Par exemple. Et à côté de ça, vous avez Yannick Agnel qui vous lit 2 livres dans la journée. Et il faut les faire cohabiter, il faut les faire travailler, cohabiter ensemble, collaborer, et je mets un mot qui est important dessus, moi, les faire s'aimer. Je crois énormément en l'empathie. Donc en fait, le bout du bout de ce que je pensais qui fonctionnait, qui n'a pas trop mal fonctionné, et des fois ça a été inutile, hein, attention, hein, on voit les belles médailles, mais par moments ça fonctionnait moins bien. C'est que je faisais en sorte qu'un athlète qui était à l'opposé sur la construction de vie d'un autre aille passer le message à ma place. À la fin, en fait, c'est plus moi qui allais passer les messages, c'était les athlètes qui se les passaient entre eux, parce que moi j'étais devenu obsolète, c'était devenu normal. Je suis le capitaine, donc je suis là pour les aider, c'est normal. Et il faut s'en méfier de ça. Parce que quand vous perdez le pouvoir d'accompagner les gens, c'est compliqué, vous n'avez plus de solution. Et j'ai eu la chance d'avoir des garçons, justement, comme on avait construit quelque chose d'authentique, quand je passais le message, ça se faisait naturellement, il y avait de l'authenticité, les athlètes n'oubliaient pas comment ça s'était passé dans le passé. Quand un tel, par exemple, est champion en individuel, c'est pas pour ça qu'il va devenir con et arrogant, qu'il va sous-estimer, mettre les autres plus bas. C'est des bêtises, la bêtise humaine, les sciences humaines, vraiment, ça a été que ça. Ça demande quand même un certain sens de la lucidité qui est propre certainement aussi aux sportifs de haut niveau, hein, de la lucidité pour se rendre compte qu'en fait son propre discours n'est pas tout le temps impactant comme il souhaiterait. Oui, non mais c'est certain. Mise en question permanente. C'est certain. Après, ce qui est bien avec le sport de haut niveau, c'est que ce sont de gros égos, et qu'en général, quand vous appuyez sur le bouton de l'ego, je vais vous résumer le discours très simple, t'es une lopette ou t'es un vaillant, qu'est-ce que tu choisis? Ça fonctionne pas mal à la fin. Voilà, à un moment, il faut appuyer là-dessus. Et je me servais du contexte médiatique, par exemple, de temps en temps. Tu as vu ce qu'ils ont écrit sur toi? Il faut en jouer. Il faut en jouer. J'ai une question, c'est un général d'une entreprise. Et je suis plutôt sur du 4 x 100 mètres, mais 4 nages différents. Ouais.
On l'a connu aussi, ouais. Voilà. Donc là, j'ai bien compris votre processus quand tout le monde est animé par une même discipline, donc ils sont précurseurs de leur spécialité. Mais cohabiter, c'est la même difficulté, une équipe dont chacun est spécialiste dans son domaine. Et comment vous l'approchez, ou comment vous l'avez approché à travers, je crois que vous avez gagné aussi En carnage, ouais, on a gagné quelques-uns un peu moins, mais ouais. Ça c'est une singularité qui est la mienne aujourd'hui. Ben, moi, je trouve ça plus facile. Parce qu'en fait, ces gens qui sont finalement experts dans des domaines différents ne peuvent pas se voler leur place ou leur job. Je trouve ça un peu plus simple, moi. C'est pour ça que, par exemple, j'aime l'idée, moi, d'aller travailler avec d'autres sports. La complexité, je vous assure, la plus dure, ça a été de faire nager le 4x100 où ces garçons sont adversaires. Et à la belle époque du 50 et 100 nage libre français, les 5-6 meilleurs Français faisaient partie des 10 meilleurs mondiaux. Il n'y avait que 2 places. Et ça, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais les relais, par exemple, 4 nages ou votre problématique, je pense que c'est plutôt une question d'élévation personnelle, c'est-à-dire d'épanouissement personnel. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a l'impression d'avoir des certitudes, c'est là où on fonce dans le mur. Je pense qu'on a tous les jours à apprendre. Et moi, j'aime en fait aller chercher dans d'autres corporations de toucher l'excellence. Donc, s'ils sont, par exemple, ces 4 postes sont des directeurs de vos branches, c'est qu'ils ont certaines compétences. Et je pense que pour être directeur de branche, il faut des compétences communes à ces 4 personnes. Et s'ils les échangeaient ensemble, moi, je pense qu'ils seraient amenés à être meilleurs dans chacun leur spécialité. Alors, pour être meilleur, effectivement, il y a un travail d'équipe, donc de 4 quelles sont les proportions de travail d'équipe que vous avez et de travail individuel en proportion pour dire, vous entraînez ensemble 2 mois de l'année sur 12, je ne sais pas, et individuellement les 10 autres mois. Comment vous performez entre individuel et collectif? Nous, on en avait conscience de ça et c'est pour ça qu'on a fait en sorte pas de recruter, parce que finalement, ce sont les athlètes qui sont venus petit à petit après naturellement, mais d'avoir le noyau des relais à Marseille. Pas parce qu'on voulait que Marseille soit le meilleur club, mais, enfin, on était contents, on était fiers, c'était notre équipe et on gagnait, tant mieux. Mais après, à un moment, quand vous avez les 2-3 meilleurs nageurs français, être champion de France en relais, tu ne peux pas en être content, c'est normal, tu as les 2-3 meilleurs nageurs français, donc il n'y a pas non plus de quoi se prendre pour un autre. Mais par contre, au quotidien, ils évoluaient tous les jours ensemble. Et moi, je pense que c'est vraiment le quotidien. Et par exemple, la cohabitation, les échanges de savoir, moi, ils se sont construits en dehors des périodes de travail. Je pense que dans les boîtes, certaines activités extra-professionnelles soudent plus une équipe qu'un déjeuner dans la boîte. Je pense que certains verres, et dans le sport on le connaît, il y a certaines grosses soirées qui sont arrosées, sont très constructives dans une équipe. Voilà, je pense que les entraîneurs, par exemple, qui veulent tout le temps tout cadrer, tout est nickel, le healthy, l'athlète est en pleine forme, c'est une bêtise. Donc pour votre cas, moi je pense que vraiment, ce qui est toujours difficile dans ces domaines-là, c'est que la nature humaine, pour moi, est ainsi faite, c'est que c'est 4 directeurs, par exemple, dans des spécialités différentes, et quand tu mets 4 personnes qui ont à peu près le même niveau autour d'une table, il y en a toujours certains qui vont essayer de prendre le leadership et d'être au-dessus. Là. Et je pense que c'est même pas là-dessus qu'il faut se concentrer, il faut se concentrer sur cette notion d'humilité et de jugement. Parce que c'est ce que moi j'ai retrouvé le plus souvent en France, par moment, c'est que en fonction de votre hiérarchie, de votre poste dans la boîte, si quelqu'un est en dessous, bah vous lui faites comprendre qu'il est un peu plus con. Et quand il y a des gens qui ont soi-disant le même niveau autour de la table, c'est une basse-cour de coq et c'est à celui qui va être le meilleur. Alors que l'intelligence, pour moi, finalement, vous êtes sur le même drapeau, sous le même drapeau. Ces 4 personnes sont sous le même drapeau. Donc en fait, il faut appuyer sur cette idée d'ADN, un peu de fierté d'appartenance. En fait, la question a été partiellement répondue. En tout cas, merci pour votre partage. Ma question était, quelle était la vie du groupe en dehors de l'entraînement, dans la vie privée? Elle était authentique à un point où aujourd'hui on a arrêté tous depuis 1 an et demi, mais on se voit encore. C'est-à-dire que l'équipe, moi, s'est construit, le groupe que vous avez vu, s'est construit dans 2 moments. Les bons moments de vie qui sont importants. Vous savez, les moments où vous êtes content de partager, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Et je l'ai vu dans d'autres équipes, quand ça gagnait,
Et ben, chacun faisait un peu sa soirée de son côté ou faisait le strict minimum pendant 1 heure et après était avec ses amis, chacun ses amis à droite à gauche. Nous, on était toujours tous ensemble. On a fait des grosses soirées à finir à pas d'heure, on a vécu des vraies soirées ensemble. Et ensuite, il y a une chose qu'on a manipulée, on peut utiliser le mot stratégiquement comme ça. Quand on a fait le choix de diviser le volume kilométrique par 2 à l'entraînement, on a rajouté, par contre, une préparation physique qui n'existait pas dans la natation. Donc, on a travaillé beaucoup en salle. Par exemple, le crossfit qui est à la mode aujourd'hui en France, nous, on le fait depuis 10 ans. Ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Eh bien, les coachs, et moi, je l'ai vu après, je l'ai su après parce que je ne le voyais pas au début, faisaient exprès de nous mettre dans des situations telles d'échec que c'était l'entraide au sein des athlètes qui a créé le groupe. C'est-à-dire que les coachs ont fait exprès de nous détruire à un moment, qu'on n'ait plus de solution pour voir si on était capable de s'entraider. On s'est entraidé parce qu'à un moment, vous avez tellement mal que vous ne passerez pas le cap sans l'autre. Pour que vous imaginiez un petit peu, on a été jusqu'à 4 heures d'effort non-stop à un moment. C'est-à-dire 45 secondes de travail, 15 secondes pour changer d'atelier. Et ça, normalement, ça devait durer 1h30 ou 2 heures à l'époque. À chaque fois qu'il y en a un qui fait mal l'exercice, vous reculez de 10 stations. Et il y avait un nombre de stations à faire. Donc quand la fatigue arrive, vous savez, dès que l'entraîneur n'a pas l'œil machin, tu baisses un peu le poids ou tu fais un peu moins bien l'exercice, hop, il te chopait, moins 10. Et ils avaient fait exprès de mettre une série d'ateliers à la barre de traction qui était, la première, ça devait être une suspension normale. La deuxième, une suspension, une main et tu changeais de main. La troisième, c'était une suspension avec un crochet. La quatrième, c'était la traction. Et la cinquième, la plus horrible, ils mettaient une serviette et on devait se tenir une serviette. Mais quand vous avez fait les 4 premières, en fait, vos avant-bras, c'est pas humain, en fait, vous tombez, c'est sûr que vous tombez. Et en fait, ils cherchaient, et ça a pris du temps, il y a 4, 5, 6, 7, 8 athlètes qui sont tombés, et à un moment, en fait, naturellement, il y en a un qui était à côté qui tenait une barre, et ben, il a fait un pas décalé, il a mis l'épaule sous la fesse pour que l'autre ne tombe pas. Et voilà, et c'est tout bête, mais en fait, il faut les mettre dans des situations d'échec pour que la nature de l'équipe se révèle, ou au contraire, non, se détruise, et vous n'aurez jamais d'équipe. Donc la manipulation, un peu le management de nos entraîneurs à l'époque, ça a été ça. Bonjour, tout à l'heure tu parlais de la solitude du chef d'entreprise. Donc tout à l'heure je t'avais aussi publié que tu préparais tous les gens avant de rentrer là-bas. Moi je voulais savoir, toi, comment tu faisais pour te préparer? Parce que quand tu tournais vers les autres, tu passes autant d'attention et d'énergie. Comment effectivement tu te recentrais en fait pour être performant? Parce que là, tu étais face à toi et déjà, moi, j'ai appris de la notion mentale parce qu'aujourd'hui, quand on parle de moi, on parle de l'homme du relais et qui a moins brillé en individuel. Moi, j'ai été 1 fois vice-champion du monde en individuel, 2 fois vice-champion d'Europe et 1 ou 2 médailles de bronze. Ouais, ça doit être ça. Par contre, en relais, j'en ai beaucoup plus et on a tout gagné en plus. Déjà, moi, c'est le collectif qui me passionnait. C'est-à-dire que moi, je faisais pas... J'ai fait des erreurs, j'ai eu peur, j'ai raté des courses par la pression, par moment. Je me suis liquéfié sur certaines grandes finales, mais une fois que je l'ai vécu une fois, j'y ai appris et ça me plaît, moi, le haut niveau. J'aime bien la boule au ventre. Ça me passionne, vraiment, ça me passionne. Et sur cette notion-là, comment je me préparais, il y a un moment qui a été très important, c'est que on dit que j'étais capitaine, ouais, mais avant d'être capitaine, il faut vous qualifier dans le relais, donc c'est-à-dire faire partie des 6-8 meilleurs Français. Quand vous faites partie des 6-8 meilleurs Français, il fallait que je gagne ma place parmi les 4 meilleurs pour être dans le relais. Et ensuite, si j'étais parmi les 4, je prenais le lead et j'étais capitaine réellement. Voilà. Donc moi, comment je me préparais, c'est que j'avais tellement vécu de choses où on avait perdu à pas grand-chose sur des bêtises de management, j'avais le sentiment que si je ne donnais pas ce que j'avais vu, j'aurais pu m'apprendre. Aujourd'hui, je me mordrais les doigts de ne pas avoir essayé, en fait, de me dire j'ai été égoïste, j'ai pensé qu'à moi, parce que j'aurais fait 1 ou 2 médailles en individuel, peut-être par moment en plus, mais je n'aurais pas vécu toute l'épopée qu'on a pu vivre. Donc en fait, j'ai travaillé en préparation mentale, moi, énormément. Et la complexité que j'ai eue, ça a été sur cette notion d'émotion, un peu d'énergie, parce que tu te vides nerveusement par moment, et c'était de garder assez d'énergie pour moi, pour ma course individuelle, et en même temps le dispatcher aux autres athlètes avec qui je devais nager. Et ça a été le plus compliqué à faire. Ça, j'ai eu du mal à le faire. Ce qui m'a valu sur 2 saisons de réaliser un grand relais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réalisé des temps qui font de moi l'un des 3 meilleurs nageurs du monde lancés en relais. Et 2 jours après, je me faisais sortir en demi-finale en individuel, alors que je devais être au minimum en finale. Mais j'étais cramé nerveusement. J'ai appris à le faire petit à petit. Et sur les dernières années, 2014, on fait le doublé sur 100 mètres avec Florent et on gagne le relais. Mais j'ai eu du mal à un moment. Mais j'ai dû me faire accompagner. Attention, rien ne m'est tombé du ciel. Et comme je vous dis, je n'étais pas le messie. J'ai eu la chance de croiser des gens. Mais par contre,
J'ai pas suivi la méthode d'une personne de A à Z. J'ai pioché un peu là, j'ai fait mon melting pot et j'ai fait ma sauce perso. Ouais. Pardon? C'est moi. C'est moi. On avait donc on a eu c'est travailler énormément sur l'estime de soi. C'est travailler énormément pour passer un message qui résonne et qui est cohérent, tu n'es pas obligé de mettre 100% de ton énergie. Ah oui, c'est avec un préparateur mental. Donc moi j'ai fait de la préparation mentale toute ma carrière, ouais, comme tous les autres athlètes que vous voyez. Pendant longtemps en France, quand on parlait de préparation mentale, les Français avaient l'impression qu'en fait, excusez-moi l'expression, mais on se chie dessus, on est des lopettes, donc on va avoir un préparateur mental. Mais c'est faux. Une fois de plus, dans d'autres cultures, c'est ce que j'avais appris là-bas. Et avec certaines PME, j'ai réussi à le vendre et apparemment ça fonctionne. Pour moi, aller voir le psy une fois par an, c'est comme aller voir le dentiste une fois par an. Tu ne vas pas voir un psy quand ça ne va pas, tu vas voir un psy quand ça va. Parce que quand ça va, tu es plus à même de pousser des portes qui vont t'amener à optimiser ce que toi tu peux être en fait. Et ça a été intéressant. Donc oui, de la préparation mentale toutes les semaines sur la performance, la technicité, l'estime que j'avais de moi, mes croyances, mes rêves, me permettre d'accéder à certains niveaux que je ne pensais pas avoir. Donc oui, de la psy. Voilà. Pardon, bonjour. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup quand vous disiez qu'à un moment on ne vous écoute plus malgré votre aura de capitaine, la façon de discuter avec eux pour les remuer, les faire prendre conscience. Vous disiez je vais faire passer le message par quelqu'un d'autre et les éloigner par affinité finalement, parce qu'il y en a un qui est plutôt Vegas et l'autre plutôt, je ne sais pas, plutôt littéraire. Il y a pour moi finalement une sorte de contradiction, parce qu'en général il y a ce phénomène un peu d'imposture, en tout cas il n'est pas légitime pour porter la parole. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous mettez deux personnes qui sont assez éloignées l'un de l'autre par leur caractère? Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans la résonance de chacun? Alors là, la complexité, par exemple, et il a fallu travailler dessus, où Amaury, par exemple, que j'adore en dehors, mais dans une équipe, c'est destructeur. Il n'était pas au cercle dans le noyau, dans cette façon de travailler qu'on avait construit, mais on était ensemble en équipe de France. Et il fallait l'intégrer un peu à cette mentalité. Et en fait, c'est tout bête en fait. On a responsabilisé, on a valorisé les gens. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on a créé un projet, on a fait en sorte de faire fédérer les gens autour du projet et de faire en sorte qu'ils s'approprient le projet. Le jour où ils s'approprient le projet, ça devient le leur. C'est-à-dire que moi, mon pilotage, il était devenu inutile. C'est-à-dire que le message, c'était eux qui le portaient. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sélectionnes bien les individualités, ce sont des gens qui ne se permettent pas trop de la ramener, qui ne jugent pas difficilement, il y a un minimum d'empathie, de respect au milieu. Quand on te dit quelque chose, on est tous construits comme ça, on n'aime pas la contradiction. On a tous une part de contradiction entre nous, on nous dit qu'on a tort, tu sais qu'il a raison, mais tu dis, tu me casses les couilles, ça me fait chier. On est tous comme ça. Mais comme c'était bien dit et c'était amené depuis des années, si tu veux, il y avait la possibilité chez chaque athlète de l'accepter, de prendre un petit temps et de l'utiliser. Donc moi, j'ai beaucoup appuyé là-dessus. Voilà, vraiment sur cette notion de comment faire passer le message, comment faire en sorte que ces opposés aillent vers un but commun. Alors ce qui est plus difficile dans le monde entrepreneurial, c'est que nous, on a la carotte à la fin. Tu as la médaille. Il y a la médaille, il y a la prime. Par exemple, nous, il y a des remplaçants qui étaient très utiles pour les titulaires. Moi, j'ai connu les 4x100 à l'époque où on partait à 6. Les 4 nageurs qui nageaient en finale avaient la médaille et la prime. Les 2 remplaçants, regardez, n'avaient ni prime ni médaille. C'est honteux. Donc le premier truc que j'ai fait, j'ai dit tout le monde aura la médaille et la prime si jamais on fait des résultats. Donc en fait, tu valorises les gens. Tu valorises les gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je suis parti un peu dans tous les sens. Bon. Merci. Il reste après, hein, bien sûr. Bonjour Fabien, merci pour ce témoignage. J'avais une question parce qu'on a bien entendu le fabricant dans la construction du sportif, notamment ces 2-3 années où il est en rodage, où il apprend à échouer, à accepter, etc. Comment tu expliques en entreprise ce facteur temps qui est aussi essentiel, en tout cas dans l'idéal, pour que le salarié, après d'échouer, prenne des initiatives, des écrans? Alors, pour moi, c'est simple et ça ne l'est pas. Alors déjà, il y a sur le facteur temps, une carrière de sportif de haut niveau, c'est 10-15 ans. Une carrière professionnelle, c'est plutôt 40 ans à peu près, enfin bref, aux alentours des 40. Bientôt 50. Bientôt 50.
Ah ouais, je suis encore loin du compte. Je viens de commencer, moi, ça fait pas longtemps. Et en fait, nous, l'avantage qu'on a entre guillemets dans le monde du sport de haut niveau, c'est que c'est tellement court une carrière que tu dois tout optimiser. Donc, c'est-à-dire que ces remises en question, ces introspections, ces discussions un peu difficiles avec les staffs où on te met le doigt sur tes 4 vérités, si tu n'es pas capable de les encaisser, tu ne feras jamais une carrière de haut niveau. En 10 ans, on doit réussir ce qu'un professionnel doit faire en 50 ans si, par exemple, il a l'ambition d'évoluer sur les grades en interne d'une boîte ou d'évoluer dans une autre, enfin, peu importe, d'avoir un système de progression. Nous, en 10 ans, on est obligé de le faire. Donc ça, c'est le premier avantage. Et ensuite, pour moi, quelqu'un qui n'écoute pas ou quelqu'un qui ne veut pas aller dans votre sens, pour moi, ce n'est pas le fautif. C'est juste que le chef d'entreprise, le dirigeant, le capitaine, le manager a été incapable de rentrer dans sa bulle et de lui parler avec la consonance des mots qui résonnent chez lui. Il faut trouver le mot, il faut trouver l'angle, il faut trouver la façon de rentrer dans son monde et qui fédère à ton histoire. Après, tu fais des erreurs par moment sur certains profils, on ne peut pas cohabiter, ça arrive, ça c'est pas grave. Mais en règle générale, je pense que c'est ça. Après, la problématique, une fois de plus, du chef d'entreprise, c'est que tu as la notion de temps au quotidien. Tu n'as pas forcément 20, 30 minutes, 1 heure à consacrer à chacun de tes employés tous les jours avec le quotidien. Et aujourd'hui, moi, c'est l'une des choses sur lesquelles je mets le doigt, et je m'en rends compte. Elle est là, moi, ma problématique. C'est que j'ai moins de temps, par exemple, dans le monde de l'entreprise qui me lance sur certains projets, que quand j'étais avec les athlètes. Parce que quand j'étais avec les athlètes, on s'entraînait 6 heures par jour. On était vraiment en vase clos pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, tu trouves toujours des moments, tu sais, au café ou le marché pour aller à l'entraînement, discuter. La problématique, elle est là. Mais je pense que si certains profils, par exemple, tu dis, lui, il faut vraiment que je bosse avec, il faut vraiment que je l'optimise, c'est la consonance des mots. C'est comment rentrer dans sa bulle, comment rentrer dans son monde, comment faire en sorte pour qu'il me fasse confiance et qu'il baisse un peu son bouclier, en fait. Par moments, c'est des gens qui sont ou arrogants et qui savent mieux les choses que tout le monde, mais c'est souvent des complexes d'infériorité et de légitimité. Il faut trouver sa place petit à petit. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où, en tant que sportif de haut niveau, tu te sens moins bien? Le matin, tu te lèves, tu te dis, oh là, j'ai pas les jambs, je sais pas. Ouais, bien sûr. Ça peut arriver dans le monde du travail, une grosse réunion, puis finalement, qui va mal, j'ai renversé le café. Mais ça a été la magie du groupe, nous. Ça a été la magie du groupe parce que donc, une journée type pour nous, c'était en général, on plongeait, parce qu'on a certains d'entre nous, et les autres les ont repris après, mais on a fait en sorte de continuer des formations ou des études pour la plupart. Parce que la natation, tu ne gagnes pas des millions, et même si tu gagnes 700 000 € par an, une fois que les impôts passent dessus, il t'en reste 50%, et ça va vite, hein, ça va vite. Franchement, les meilleurs nageurs français ont un peu d'argent de côté, mais ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas non plus gagné des sommes à pouvoir être rentiers après l'arrêt de leur carrière. Donc, le quotidien, nous, c'était on plongeait à 6h, 6h30. On avait 2 heures d'une séance un peu chiante aéro de nettoyage de la veille. On sortait de l'eau, il était 8h30, 9h. On avait 1 heure ou de récupération, d'assouplissement le matin. Le matin, c'était les assouplissements ou d'analyse vidéo. Ça dépendait les semaines, ça dépendait l'axe de travail avec les coachs. On était libre de 10h à 15h. De 15 à 17, on était de nouveau en salle avec le préparateur physique. Donc là, c'était muscu, développement athlétique, proprioception, des jeux de réactivité. Et en fonction de la saison, ça durait 2 heures en salle, mais c'était plus ou moins dur. Ce n'était pas toujours horrible. Et après, par contre, on avait la séance dure de la journée, 17-19. C'était la séance sprint lactique où là, tout le monde était aligné et ça se tapait dessus. Et donc, moi, ce qui m'a aidé, et ce qui a aidé, je pense, le groupe, c'est que tu crées un cercle vertueux en cherchant des profils compétents. C'est-à-dire que pour moi, les plus grands entrepreneurs sont ceux qui sélectionnent et recrutent quelqu'un qu'ils pensent plus fort qu'eux dans chaque domaine. À chaque fois que tu as besoin de recruter quelqu'un, tu prends quelqu'un que tu penses plus fort que toi dans un domaine. Et tu n'as pas cette notion de peur, de protection de pouvoir. C'est moi le patron, peut-être que lui il va me faire passer pour un con, il va être meilleur. Et en fait, au quotidien, nous, à l'entraînement, il y a des jours où je venais, j'avais pas envie, j'étais fatigué, j'en avais marre, il faisait froid, je progressais plus, j'avais pas envie. Donc je passais une journée à marmonner un peu dans ma barbe et à pas m'entraîner comme j'étais censé le faire. Sauf que je prenais 1 rouste, 2 roustes, 3 roustes. Par moment, ça durait 48 heures, 2 jours. Et hop, et une branlée, une deuxième branlée, une troisième branlée. Et à un moment, tu es rappelé par la réalité et tu te dis, putain, si je continue comme ça, les qualifs et les compétitions internationales, je vais me faire fracasser. Et au sein des entreprises, c'est ça que j'aime, c'est que des fois, tu sens qu'il y a tellement un cercle de compétences aux univers différents, mais c'est vraiment des gens qui tirent vers la haute compétence, qui ont envie de progresser, que tu arrives, tu n'as pas envie,
et tu t'inspires d'eux en fait. Tu dis putain, j'ai pas envie aujourd'hui, putain, mais lui il m'intéresse, putain, il a raison, lui il bosse, lui il a jamais en fait, c'est un tueur. Et en fait, je me suis imprégné un peu des autres. Ça aide beaucoup, le cercle vertueux, un peu que des gens. Une question. Par rapport justement à la constitution de tes équipes, tu parlais de profil, de caractère. Donc, il y a des caractères plutôt opposés, donc vous faites publier souvent. Est-ce que tu étais vigilant justement au fait de ne pas constituer une équipe avec 2 profils ou 3 profils identiques? Parce que c'est souvent, on a tendance dans l'industrie, dans tous nos métiers, de constituer et de reproduire des choses qui vont bien. Ouais. Mais moi, le problème aujourd'hui, par exemple, du système français, je mettrai le doigt dessus, et c'est super les grandes études, et il en faut, mais sur certains postes, c'est exactement ce que vous dites, on trouve 2-3 personnes qui sortent de la même école. Ils ont été construits pareil et ils sortent du même moule. Tu ne peux pas amener d'expérience, de multitude de savoirs, c'est pas possible. Et moi, c'est l'une des choses, par exemple, sur lesquelles on diffère un petit peu, et pourtant on est très proche avec Claude Onesta. Lui, par exemple, prenait le numéro 1, il réfléchissait au numéro 2, il se demandait s'il ne prenait pas le numéro 3 pour ne pas inquiéter sur certains postes. Moi, j'aime mettre de l'ultra-compétence, en fait. Et après, malheureusement, c'est la guerre après. Hein. C'est là où tu construis les caractères. Parce que pour moi, si dans mes équipes, par exemple, je devais protéger un tel et un tel en interne, au cercle des nageurs, en France, qui n'était pas capable de supporter la pression d'avoir un tel ou un tel au quotidien à côté de lui, qu'est-ce que ça allait donner au niveau international quand tu te retrouves face à Michael Phelps et toute l'armada des Américains? Donc, l'avantage de notre idée de mettre que des gens compétents dans chaque domaine avec qui on a travaillé, c'était 1, de créer un cercle vertueux au quotidien, et 2, c'était une antichambre du haut niveau. C'est-à-dire que moi, finalement, tous les jours à l'entraînement, j'étais en finale des championnats du monde pratiquement. J'avais des gens qui étaient du niveau mondial à côté de moi. Donc en fait, j'étais prêt à la guerre psychologique des grandes compétitions, parce qu'il y a la compétition, et après, vous savez, il y a des passages de compétition secondaire et des jours d'entraînement qui sont pendant 2 semaines. Le staff te dit, voilà, on a 2 semaines de développement et là, c'est important. Et là, tu as une guerre psychologique. Et nous, on se faisait la guerre entre nous. Là, on n'était plus copains pendant 2 semaines. Et par moment, tu savais que tu allais être champion de France parce que lui, tu l'avais battu pendant ces 2 semaines-là. Il n'était pas capable de passer une seule fois. Et mentalement, tu l'avais touché. Mais par contre, c'était sain. C'était de la compétition. C'est-à-dire qu'on voulait tous gagner. Mais quand on avait touché la plaque, qui a gagné? C'est toi, c'est un tel, c'est moi. Ben, félicitations, bravo. C'était ça. Voilà, bravo si tu as gagné. Mais par contre, on voulait tous se tuer les uns les autres par moment. C'est le sport de haut niveau. Super. Tu m'accordes 2 questions people? Bien sûr. Michael Phelps, quand vous le gagnez là, en 2012, là, c'est quoi son comportement? C'est quoi qui fait de lui que c'est un monstre? Alors déjà, lui, je pense que c'est un animal physiologique. Alors pour essayer de vous expliquer, en 2008, quand il fait ses 7 médailles d'or, il a une après-midi où il a la finale du 200 mètres papillon et 30 minutes après ou 40 minutes après, la demi-finale du 200 mètres 4 nages. Il fait le 200 mètres papillon. Vous savez, dans le sport, on vous pique le bout du doigt, on vous prend une goutte de sang, ça vous donne le taux de lactate, la charge que vous avez mis dans votre corps et le temps qu'il va vous falloir pour l'éliminer, en gros. Donc je vous dis n'importe quoi, je ne sais pas, il était à 16, 17 de lactate par exemple. Il sort de la course, il passe par la zone média, donc les médias américains, les médias étrangers. Il file à la cérémonie protocolaire, on lui remet la médaille, l'hymne américain. Il descend du podium, il retourne à la chambre d'appel, il remet son bonnet lunettes, il fait son 200 mètres 4 nages. Il sort du 200 mètres 4 nages, on le recontrôle, il a perdu 5 ou 6 points de lactate. C'est-à-dire que le 204 nages qui s'est permis de nager à 80% lui a permis de récupérer. Vous faites ça chez n'importe quel athlète, on met 48 heures à s'en remettre. Et tu n'es pas sûr que la deuxième course soit sur une demi-finale olympique. Donc physiologiquement, il est extraordinaire. Après, je pense qu'il a le corps pour nager, vraiment. Il est court sur pattes, il est très élastique. Et il a une physio, il a un muscle très mou en fait. Vraiment, il est tout le temps élastique. Et après, par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il ne tremble pas les jours J. Il est solide dans la tête. C'est un monstre mental. Il a culture américaine à fond. On est les meilleurs et il n'y a personne qui nous a. Lorsque vous le gagnez, il vient te dire un truc, il vient vous dire un truc ou pas? Ouais, mais en fait, c'est ce que j'aime et c'est peut-être ce qui nous a aidés, nous Français, parce que je me mets dedans et on était comme ça. Moi, par moment, je jalousais, je me disais, un tel, il m'a battu, fait chier, etc. C'est-à-dire que eux, c'est ce que j'ai trouvé beau chez eux. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a été travailler chez eux
et ils nous ont ouvert les portes pour travailler avec eux au quotidien. C'est-à-dire qu'on est adversaire, on vient s'entraîner chez vous aux États-Unis, ils nous ouvrent les portes et on s'entraînait avec eux. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent le faire à Marseille sur certaines périodes, notamment l'été. Et ce que j'ai trouvé de beau et finalement c'est ce qu'il y a de magique dans le sport, c'est que finalement, le prétexte, c'est qu'un sport. Le prétexte, c'est le sport en fait, tout simplement, et c'est tout ce qu'il y a autour qui est excitant. Moi, ce qui me manque aujourd'hui, par exemple, c'est pas de monter sur les podiums, c'est par exemple de plus croiser par exemple un mec comme Phelps ou d'avoir les moments de vestiaire avec les coéquipiers. Et à ce moment-là, quand tu as un emblème comme ça qui vient te féliciter parce que tu l'as battu, moi je dis respect. Tu vois, t'apprends en fait, tu es d'autant plus humble. Bon, après, dernière question, parce que tu as parlé beaucoup de Marseille, on ne peut pas ne pas parler de football. Ouais. Tu parlais de gestion des hommes. Benzema, tu le fais rentrer en équipe de France Tu le fais rentrer en équipe de France ou pas? Non. Non, moi je le fais pas rentrer. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure sur les mecs qui cassent le groupe? Ouais, moi je le fais pas rentrer parce que je pense que c'est un cancer pour le vestiaire. Voilà. Je pense qu'en fait il a une telle aura aujourd'hui, et tu as des joueurs avec beaucoup d'aura qui ont l'intelligence de trouver leur place dans l'équipe. Lui, je pense qu'il écrase les autres athlètes. Et après, au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui a une touche très arrogante. Et quelqu'un d'arrogant dans un groupe, ça te fout en l'air un groupe. Et tout le monde le critique. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer 2-3 fois. Et Didier Deschamps, il est ce qu'il est. On l'aime pas. Mais je pense que c'est loin d'être un mauvais manager. Vraiment. Je pense que de ne pas avoir Benzema dans l'équipe, c'est pas pénalisant pour l'équipe de France. Vraiment. Parce que tu battras un jour les grandes nations, pas parce que tu as un mec devant avant-centre qui mettra un but. Tu battras les grandes nations parce que tu as un bloc en milieu de terrain en défense. Les attaquants qui reviennent défendre, c'est un collectif. C'est du sport co. Ce n'est pas une individualité qui fera gagner un tournoi. Une individualité peut faire gagner un grand match, mais jamais un tournoi. Fabien, tu veux nous dire un mot de conclusion? Non, si ce n'est écoutez que j'ai pris beaucoup de plaisir d'échanger avec vous. On va encore se voir après. Et que moi, si je peux vous donner juste un mini conseil, j'aime pas donner de conseils parce que j'ai pas la science infuse, j'ai 33 ans, j'ai vu des choses et j'en ai encore beaucoup à apprendre, c'est que on m'a permis de rêver en fait. Vraiment. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie, je me mets pas de limites et je verrai où ça va m'emmener. Donc je pense que de rester authentique et de se permettre de rêver, ça fait vivre des bons moments dans la vie, tout simplement. Merci. Le respect du timing, donc merci au Club 31, merci à Odos, merci à Fabien, merci à vous tous. Je vous invite à prendre le petit lunch.